Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Bonjour Nicolas. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On est à Toulouse, on est chez toi. Aujourd'hui, je vais t'interviewer. Alors, comment ça va se passer ? On va avoir une première partie où on va revenir au tout début. Où est-ce que Nicolas, il est né ? Il a un petit accent toulousain. Est-ce qu'il est originaire de Toulouse ? Puis ensuite, tes études. Forcément, on verra, tu as passé 2 masters. On laisse le petit suspense. Et tes premières expériences professionnelles jusqu'à en arriver à là où tu es aujourd'hui. Et donc, si on commence, est-ce que tu peux me dire, Nicolas, aujourd'hui, qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Tout d'abord, Julie, bienvenue à Toulouse. On est donc dans le jardin, sous un soleil de plomb, mais pourtant, on est sur une terrasse ombragée, dans le quartier des Minimes. Pour les amateurs de musique, c'est du coup le quartier où a vécu Claude Nougaro. D'où le nom de l'arrêt de métro. C'est vrai que je connais bien Claude Nougaro, j'ai écouté ses chansons quand j'étais petite. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir ce chanteur. C'est un chanteur emblématique français, je pense. Exactement, ouais. Avec le fameux « Au Toulouse » oui. Sur chaque essai du stade toulousain. Donc, sans surprise, un Toulousain pour cette édition. Quoi dire, je suis né à Toulouse, j'ai grandi à Toulouse, j'ai fait mes études à Toulouse et je travaille à Toulouse. Voilà le tour d'horizon. Je suis donc auditeur indépendant, auditeur financier plus couramment. Et du coup, Julie, je suis ravi de pouvoir partager ce moment d'échange avec toi. Écoute, pareillement. Alors, tu nous as dit un peu que tu étais originaire de Toulouse, donc tu es né à Toulouse, si on remonte au tout début. Exactement, je suis né à Toulouse, de parents également nés à Toulouse. T'es 100% pure souche là. Exactement. J'ai une sœur également qui est un petit peu plus jeune, on a 13 mois d'écart, donc également une autre petite Toulousaine. Je suis resté, non pas dans le même quartier, parce que j'ai été dans un quartier un petit peu plus loin, c'était à 10-15 minutes. Puis après, je suis arrivé pour le lycée, du coup, au Minime. Et depuis, je suis installé donc, dans ce beau quartier de Toulouse. Et tes parents, ils faisaient quoi alors ? Donc mes parents ne sont pas du tout dans la comptabilité. Donc mon père, lui, c'est plutôt une profession technique. Donc il était au départ plombier chauffagiste. Et après, du coup, il s'est orienté vers du coup un volet un petit peu plus ferroviaire avec la SNCF, où du coup, il a entretenu les voies au départ, puis après, a prolongé sur de la formation en sécurité ferroviaire. Donc, il en fait encore toujours actuellement. Et pour ma maman, elle est née du coup au Minime également, et elle travaille donc en tant que personnel à la mairie de Toulouse sur les marchés publics. Donc pas de compta. Pas de compta, voilà. Une petite touche de compta peut-être avec le grand-père qui lui du coup était plutôt sur une fonction administrative et financière, mais pour autant il n'était pas expert comptable. T'étais quel type d'enfant toi quand t'étais petit ? Est-ce que t'étais sage ? Est-ce que t'étais plutôt turbulent au niveau des notes ? Quel type d'élève t'étais ? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça ? Alors petit, plein d'énergie, un garçon gentil. Bon, de temps en temps, on pouvait avoir également son petit caractère qui était... caractère du Sud. Ah, peut-être, un caractère prononcé, mais ça s'est toujours bien passé tout au long de ma scolarité.
j'ai pas eu de difficultés particulières. J'ai suivi du coup le sens de la marche jusqu'au où j'ai pu enchaîner avec une seconde générale. Puis après, j'ai basculé vers la filière économique et sociale. C'était un choix? C'était par défaut? C'est un peu un choix qui s'est imposé à moi. C'est vrai que j'étais pas très bon dans les matières scientifiques. Ouais, j'étais pas non plus très bon dans les matières littéraires. Pour autant, j'arrivais à me mettre au niveau pour pouvoir partir sur un bac général. Donc, on a coupé la poire en deux. On est plutôt parti sur la partie économique et sociale. Encouragé également avec une tante qui était prof d'éco, donc qui m'a encouragé à continuer en ce sens. Et je pense qu'avec le recul, c'était celui qui me convenait le mieux. Donc, voilà, trois années passées en centre-ville, donc dans un lycée toulousain, pour ensuite partir sur les sciences de gestion avec l'IAE de Toulouse. Ça s'est bien passé du coup, au niveau de ton bac, tu l'as obtenu du premier coup. Peut-être nous dire, juste pour situer un peu la moyenne que tu avais. Non, j'étais, on le verra pour la suite, toujours au trait. Je pense que j'avais dû avoir... J'étais à un peu plus de 11, donc c'était ce qu'il fallait pour avoir le bac. Donc, et même sur le reste des épreuves passées en filière universitaire, pour ma part, ça a été également toujours dans ce sens, en se mettant au niveau de la promotion pour pouvoir poursuivre le parcours en études supérieures. Et qu'est-ce qui fait... comment tu t'as choisi du coup post-bac? Est-ce que tu avais déjà des idées de métier à ce moment-là ou... Alors le métier, on en a toujours quand on est enfant. Voilà, quand on Pompier. joue, j'étais le gendarme. Ah. Voilà, le gendarme, on avait un petit képi avec les cousins et cousines du coup pour pouvoir se mettre pleinement dans le rôle. Puis après, en troisième, j'avais eu l'occasion de faire une troisième avec une dimension professionnelle. Là-dessus, je pense que l'influence familiale m'a orienté du coup vers en faisant du coup un focus spécifique sur le métier de plombier chauffagiste. Donc mon père a passé le CAP. J'ai un oncle également qui était plombier. Donc du coup j'avais fait ce volet-là. Donc c'était un métier manuel qui pouvait me plaire, finalement, que du coup je n'ai pas poursuivi de par la poursuite en lycée général, mais c'est quelque chose, encore le bricolage, qui m'affectionne beaucoup, même si je suis toujours en phase d'apprentissage avec un environnement un peu plus aguerri pour m'aider. Et c'est un peu de famille. Puis là, tu me disais en off, il m'a fait visiter un peu sa maison, qu'ils essayaient de retaper la maison, de faire des travaux, donc ça te suit un peu... Exactement, voilà, c'est les passe-temps sur quelques week-ends où on essaye de rénover, d'apporter sa petite touche du coup pour améliorer le confort dans des lieux de vie et sur lesquels j'espère pouvoir m'épanouir pendant un petit moment. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu t'orientes dans la gestion? Alors, comment ça se passe? Bonne question. Alors là, c'était par une recommandation, notamment pour intégrer l'IAE, où c'était un copain du copain de ma mère. Donc c'est un petit peu compliqué. Là, on va faire une petite pause pour que les gens... Le copain du fils, du copain de ma mère. Exactement. Donc du compagnon de ma mère. Donc son fils avait un copain qui lui était dans le cursus et du coup qui était très satisfait de cette école. Et le gros plus, c'est qu'il proposait en fait du coup une licence dès le bac. On partait sur une filière qui était à dimension comptable, mais qui restait quand même le tronc commun ensuite pour intégrer les autres disciplines en sciences de gestion. L'idée étant d'avoir un pied à l'étrier et ensuite de pouvoir s'orienter. C'est vrai que peut-être la dimension RH pouvait peut-être plus m'attirer à un instant T, mais c'était le tronc commun, donc une licence compta contrôle sur lesquelles j'ai été assez surpris, mais en fait on ne fait pas que de la compta, on fait autant de droit que de la compta. C'est vrai que sur les premières impressions, c'était plus le droit qui m'attirait que la compta, mais en soi, ça ne m'était pas désagréable, et donc du coup j'ai pu parfaitement lancer cette phase post-bac. Tu n'avais pas d'a priori sur la compta et tu n'as pas eu des
des difficultés? Des fois, on galère un peu au début, débit crédit. Comment ça s'est passé? C'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Je me rappelle les premiers exos. En plus, on était une promo où on avait la chance d'avoir des STG à l'époque, des STMG actuellement. Il me semble que c'est toujours le cas. Eux étaient beaucoup plus à l'aise en compta. On avait également des filières scientifiques qui, eux, étaient plus à l'aise sur la partie maths et la partie éco d'où je venais, où nous, on était plus à l'aise sur cette dimension-là. Donc, on essayait de tous s'aider. Et c'est vrai que les premiers exos, la logique n'était pas bien comprise. Et d'ailleurs, un copain m'a dit charge égale décharge, parce que du coup mes écritures elles n'étaient pas équilibrées. C'est vrai que ça m'avait marqué du coup sur les premiers contrôles, parce que de facto j'essayais de faire attention, parce que les premiers exos la logique elle avait du mal un petit peu à s'insérer dedans. Donc tu fais un premier stage en licence? Alors du coup oui, je fais un premier stage. C'est vrai que je l'ai fait qu'à partir de la deuxième année. Certains avaient fait dès la première année. Moi c'est vrai que du coup, comme indiqué au début, c'était ça me plaisait bien, mais pour autant je ne le voyais pas comme m'occuper pour l'été. Je préférais faire donc des jobs étudiants plutôt l'été, et également j'avais un petit job en complément des études. Donc c'est vrai que trouver du temps libre pour faire un stage, mais c'était peut-être pas dans ma priorité immédiate. Mais avec le recul, je pense que ça aurait été une bonne chose. Donc j'ai fait un stage donc, dans un tout petit cabinet pas très loin de chez mon père, où on avait fait du coup un petit peu de boitage avec du coup des CV, et agréable surprise, une expert comptable du coup m'a rappelé dès le lendemain. On avait fait ça le vendredi, le samedi elle m'avait appelé, et ça m'avait permis de décrocher mon premier stage de 2 mois, et sur lesquels ça m'a permis de voir concrètement la pratique, ce que ça donnait. Tu faisais quoi lors de la saisie? Alors, mon premier jour, je me rappelle encore, j'ai fait du tri. Donc, du coup, j'avais eu la fameuse boîte à chaussures. Boîte à chaussures, voilà, avec l'agrafage de tous mes tickets, voilà, mois par mois, pour pouvoir envisager la saisie. Donc, j'ai fait ça pendant un petit moment. J'ai également fait du tri, c'était sur un bar tabac, là aussi, il y avait pas mal de volume. Donc, c'était les meilleurs dossiers. Exactement. Voilà. Après, j'ai fait donc, mes premières écritures comptables. Un petit peu de social aussi, j'avais pu contribuer. Ça m'avait permis de faire donc le rapport de stage qu'il fallait. Donc c'était de l'élaboration du bulletin de paie à la déclaration des charges sociales. Ah ouais, c'est marrant. Donc ça te suivait un peu le côté RH. C'est ce qui me plaisait, oui. Je trouvais la dimension humaine intéressante. Et après, c'était une grosse campagne où c'était les premières télétransmission de données fiscales et comptables. Les DSN, non ? C'était les TDFC à l'époque, donc il fallait faire des mandats pour chaque client. Donc on avait repris tout le mandat, c'était le mandat papier qu'il fallait compléter. Donc ça, j'en avais fait une bonne ribambelle pour pouvoir se mettre en ligne avec les nouvelles modalités de télédéclaration. Et également, pas mal de photocopies aussi pour préparer les contrôles fiscaux et autres, parce que là, tout était classeur. Donc une bonne expérience. Voilà. En plus, j'étais avec un autre jeune du même âge, donc c'est vrai que ça nous permettait de pouvoir faire les premiers pas de façon épaulée. Et tu disais que tu avais un job étudiant aussi. Tu l'avais depuis combien de temps ? C'était quoi ? J'avais eu l'occasion de travailler donc sur de l'événementiel. Donc c'était principalement sur le volet sportif. Donc la première vacation que j'ai faite, c'est au TFC. Donc il fallait donc faire. C'est quoi TFC ? Toulouse Football Club. Ah. Et donc du coup, comment ne pas connaître ? Exactement, ouais. Qui remonte en Ligue 1 d'ailleurs. Je leur tire mon chapeau. Et c'est vrai que donc j'étais sur un barrage filtrant pour laisser les accès au parking. Donc ça, c'était les premières vacations de 4 heures. Donc ça m'occupait le week-end. Et j'ai pu ensuite basculer également, puisqu'ils avaient le contrat au Stade Toulousain. Donc ça m'a permis de pouvoir faire un petit peu plus d'heures. Et après, j'ai pu basculer sur le Castres Olympique. Donc là, c'est le club de rugby voisin, mais bon, qui restait quand même un joli club, et sur lequel j'ai également pris plaisir à m'y rendre, tout ça pendant 4 ans. Pendant 4 ans de la L1, j'ai commencé à l'âge de 17 ans, parce que c'est la convention collective qui le permet, jusqu'à l'âge de 21 ans, où en master 1, et entre-temps il y a eu une petite évolution normative, donc j'ai également passé le CQP, le certificat de qualification professionnelle d'agent de sécurité, et donc c'était une formation d'1 semaine, et donc c'est vrai que c'était assez enrichissant comme expérience.
Ok, top. Et donc, c'était tous les week-ends? Mais du Quasiment. coup, de par voilà, la diversité de contrats, oui, on en avait pas mal. Et après, il y avait de l'événementiel un petit peu plus ponctuel. Donc, j'ai eu l'occasion de faire une feria dans le sud-ouest, donc à Vic, sur lesquels c'était là, du gardiennage un peu plus nocturne, mais toujours dans une ambiance festive. Et également sur la foire également de Castres. Ok, top. Et donc, t'as fait un stage seulement en licence? Et un autre stage en Master 1. Ouais, et quand du coup tu as fait ta licence donc CCA, tu l'as validée du premier coup? Validé du premier coup. Et donc quelques petites repêches par-ci ouais, par-là. le rattrapage? Ouais, quelques petites repêches. C'était notamment en première année. C'est vrai que j'ai eu quelques petites difficultés en mathématiques financières, ça, mais en le bossant bien, après, à la repêche, il n'y a pas eu de difficultés. Et sur les deuxième et troisième années, il n'y a pas eu de difficultés particulières. Et pourtant, c'était je pense, les 2 années où je suis le plus sorti. Donc, peut-être que ça me réussissait une vie nocturne assez animée et des études également qui sont quand même assez exigeantes. Et alors, qu'est-ce que tu fais comme choix à la fin de la licence pour le master? Mais bonne question, parce que se pose le fait d'être dans ce tronc commun, ça permet en fait de pouvoir postuler à vraiment tous les masters proposés donc par l'école. Et donc, c'est vrai que ça a été dans l'optique de se dire, la compta, ça me plaît bien, le stage était bien passé, j'ai envie de poursuivre, de continuer, donc j'ai continué en Master 1. Donc là, c'est vrai que le rythme s'est accéléré, parce que plus on avançait, plus les copains également étaient bons et motivés. Donc de facto, il fallait se mettre également au pli. Donc là, ça a été de recentrer un petit peu plus sur les études. Et donc ça m'a permis de valider cette maîtrise, qu'on pourrait l'appeler encore il y a quelques années, et de faire du coup un second stage en comptabilité, où là, ça a été par une recommandation de l'environnement personnel. C'était pareil, un stage en expertise? Un stage en expertise aussi, où là par contre j'ai fait pas mal de saisies également. Comme m'avait dit la collaboratrice qui s'occupait de moi, si Nicolas t'arrive à finir ce dossier sans être du coup écœuré par la compta, c'est que tu es fait pour faire de la compta. Et du coup non, j'avais trouvé ça assez long, parce que du coup il y avait quand même pas mal de boulot, mais pour autant ça m'avait permis de consolider ces bases techniques, et d'aller pour la première fois en étant accompagné jusqu'au bilan. C'était un architecte, un BNC, donc c'est vrai que c'était plutôt sympa, et donc ça m'avait permis de réaliser donc notre rapport de stage, cette fois-ci en présentant non pas que des travaux de courant ou de saisie, mais de parler de cette phase de révision des comptes jusqu'à l'établissement de la liasse fiscale. Et ça te plaisait bien? Enfin, est-ce que à ce moment-là, tu te disais je veux être expert comptable ou... C'était pas tranché. Là, c'est vrai que j'étais encore, je pense, jusqu'à ce master, je me laissais un petit peu porter par la dynamique. C'est vrai qu'on avait une super ambiance, vu qu'on était avec les copains depuis la première année pour certains. D'autres nous ont rejoints en troisième année, donc, et d'autres en master également, parce qu'à chaque fois, c'était des passerelles. Et du coup, c'était peut-être dans l'optique plutôt le mur du M2, parce que nous, la sélection était faite en Master 2, donc il fallait être plutôt bon lors du Master 1. Du coup, c'est ce qui m'avait permis de se recentrer davantage, mais pour autant, c'était pas spécialement très défini. Je voulais le terminer parce que c'était quelque chose que j'avais entamé, qui me plaisait. Pour autant, après, je ne m'étais pas projeté au-delà sur la partie monde professionnel. J'étais content parce que je repartais dans le même cabinet faire mon stage. Donc, tout était acté, ficelé, jusqu'à un fait de vie. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dans le cadre de ce job étudiant, j'avais fait des vacations du coup à Castres, et sur donc une semaine assez intense, et au retour, je
pense que c'était le fait de se dire, bon, voilà, la semaine, elle a été assez animée. J'avais le week-end pour souffler avant d'attaquer ma rentrée le lundi. Et je pense que tout s'est relâché. Et de là, j'ai eu un accident de voiture où je suis rentré dans un platane, en fait, en m'endormant au volant. Donc, du coup, l'année, comme initialement prévu, ne s'est pas déroulée en l'état. Et celle-ci, je pense, m'aura marqué à la fois dans la chair, mais également, également sur la partie mentale pour la suite du parcours. Et comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, pour ceux qui nous écoutent, faites bien attention quand vous prenez la route. Et c'était, au niveau des dommages corporels, c'était assez grave. Est-ce que tu as frôlé la mort? Au niveau de l'hospitalisation, comment ça s'est passé? Sur combien de mois ça s'est étalé? Le chirurgien, du coup, était venu me voir peu de temps après l'intervention. Il m'a dit, honnêtement, quand je vous ai vu arriver, je me suis dit que c'était pas bon signe. Et pourtant, après les examens, il m'a dit, vous en êtes bien tiré. C'est le côté gauche qui a pris 10 fractures. Donc une intervention à la fois au niveau du bras et de la jambe pour pouvoir réduire les fameuses fractures. Et pour autant, tous les organes vitaux, je pense que c'était ma bonne étoile qui était là. Je n'ai pas eu de séquelles en ce sens. Donc initialement, on était parti sur un plan d'action de 3 mois. C'est à peu près le temps qu'il faut. C'est 1 mois et demi d'immobilisation et 1 mois et demi ensuite pour entamer la rééducation. Donc c'était fin septembre 2013. Il est temps de reprendre donc en janvier 2014. J'en remercie encore du coup l'encadrement de l'IAE de Toulouse et plus précisément de Jennifer Boutan qui venait de prendre en charge le Master 2 et pour de suite avoir précisé du coup à ma mère et me l'avoir confirmé que je prenne le temps de me soigner et que bien entendu il me garderait une place, que c'était priorité à ma santé. Donc de là j'étais parti en centre de rééducation. Et jusqu'à que une fracture ouverte m'embête et qu'elle s'infecte. Du coup, ça a du coup prolongé ma convalescence. Donc tout confondu, ça a été 5 opérations, 4 mois d'hôpital, 8 mois de centre de rééducation. Donc me voilà sorti en courant janvier, c'est courant juin même, fin de l'année universitaire. Donc tous les copains, j'étais passé les voir à l'amphi, tous finissaient les examens, voire attendaient les résultats avec impatience. Et moi, je sortais du centre de rééducation dans un monde parallèle. J'avais pas l'impression d'être au fait de la vie courante. Je m'occupais de soigner mes maux. Donc une super équipe médicale, tant au niveau du chirurgien qu'au niveau des kinés, au niveau du personnel soignant. En tout cas, moi je leur tire mon chapeau parce que j'avais 21 ans. Et c'est quelque chose qui marque un petit peu pour la suite du parcours. Donc me voilà reparti pour cette fois-ci entamer cette année de Master 2 et que j'ai pu commencer et sur laquelle j'ai dû m'arrêter 2 mois après, pendant les vacances de la Toussaint. J'étais parti voir les copains qui faisaient de l'audit au Luxembourg et ça m'a pas trop réussi, ça s'est réinfecté et du coup j'ai dû être opéré au Luxembourg avant d'être rapatrié. Exactement. Donc du coup rapatriement ensuite sanitaire. Je suis reparti en centre de rééducation pour suivre un petit peu l'évolution et également continuer la rééducation, parce que c'est vrai que quand on sort du centre de rééducation, j'avais réappris un schéma de marche parce que j'ai reposé le pied, je pense que c'était 7 mois après. Donc, tu savais plus marcher en fait. Non, on m'a mis entre les barres parallèles et on m'a dit avance le pied, mais sauf que je savais plus en fait ce déséquilibre, surtout qu'en plus c'est une reprise progressive par palier, donc il faut y aller vachement doucement. Donc au début c'est un petit peu surprenant, mais bon, j'ai réussi à sortir avec une canne du centre. Moi je boitais encore et donc j'ai encore besoin de kiné et donc là-dessus ça m'a permis le fait d'être d'avoir le statut étudiant me permettait d'avoir aussi un peu de temps libre pour pouvoir continuer les soins en libéral. Et tu disais que ça avait été que ça avait changé des choses en toi physiquement et mentalement. Au niveau de ton état d'esprit, est-ce que tu as eu un déclic? Qu'est-ce que ça a changé Mais concrètement, je pense que personne ne s'y attend. Et en fait, quand on est dans cette situation,
rapidement, je me suis dit, bon, voilà, il faut que tu te bouges, que tu mobilises ces ressources que tu as en toi et pour lesquelles je ne pouvais pas spécialement soupçonner cette richesse. C'est ce qui m'a permis de pouvoir garder la banane, continuer à travailler. En plus, j'ai fait pas mal de sport petit, donc pour moi, la rééducation, ce n'était pas une corvée. Donc, c'était plutôt un challenge. Et donc, ça m'a permis, au niveau du mental, de rester, de garder le cap, de grandir également sur le plan de la maturité, parce que c'est vrai que quand j'étais un petit peu plus jeune, je n'étais pas immature, mais je n'étais pas non plus le gars le plus mature. J'étais dans les clous, et là ça a été vraiment un électrochoc où là j'ai dit il faut que tu te prennes en main. Ça m'a permis ensuite de retrouver une dynamique, donc pour aller présenter ce Master 2, même s'il a été à rebondissement avec du coup une session 1 tronquée de par la rééducation de fait en passant que la moitié des épreuves, puis après de partir en stage donc dans le même cabinet pour lequel j'étais allé l'année précédente. Eux aussi m'avaient gardé la place, donc c'était vraiment très chouette de pouvoir honorer ces engagements-là, et avec beaucoup de bienveillance, parce que quand il fallait faire du coup des consultations à l'hôpital, bien sûr, ils me laissaient assez libre de choix, donc ça m'a permis de finir mon master dans de bonnes conditions. Donc j'ai présenté la session 2 pour la partie du premier semestre qui me manquait. Donc, tu étais au rattrapage parce que tu n'avais pas tout passé. Exactement, j'en avais passé la moitié, et l'autre moitié, j'ai pu la valider donc en septembre. Donc, par rapport à mes copains, du coup, eux avaient pu donc présenter le DSCG dans la foulée. C'est vrai qu'on est dans le meilleur mood pour pouvoir le faire. Et donc, pour moi, ce n'était pas le cas. Je m'étais posé la question, mais l'année suivante, je sentais que j'avais encore besoin de rééducation, parce que ça faisait concrètement 5-6 mois que j'étais ressorti de mon deuxième passage au centre de rééducation, et moi j'avais perdu pas mal de poids, donc il a fallu se remuscler, et ça c'est un travail de précision qui demande de la rigueur et un suivi, donc se poser la question de comment mettre à profit cette année où je sais que je vais avoir de nouvelles interventions chirurgicales au programme pour essayer de passer une année complète, quitte à se mettre en danger. Du coup, par rapport à ce qu'on s'était dit au niveau des RH, c'était le premier choix sur lequel je m'étais renseigné. S'il y a la possibilité de faire une passerelle entre la compta et la VRH en préparant un second master, malheureusement, ce n'était pas possible. Il fallait préparer, je crois que c'était le TOEIC. Le TOEIC. Le TOEIC, c'est important de parler anglais en RH. Ouais. TOEIC, je crois que TOEFL aussi. Donc en fait, c'était trop contraignant, surtout que j'étais en stage, il fallait écrire le rapport le mémoire de fin d'études et compagnie, donc c'était pas possible. De là, j'ai pris un petit peu de recul et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait te faire vibrer. Et c'est vrai qu'on parlait beaucoup de la dimension conseil, c'était quelque chose qui animait beaucoup, et donc je me suis dit on va regarder ce qui se passe non pas plus loin qu'en face de la rue, parce qu'à Toulouse les sciences de gestion sont juste à côté de la faculté de droit, et j'ai vu qu'il y avait un master 2 ingénierie du patrimoine. Du coup je me suis dit ça a l'air super chouette. Je pense que j'ai très peu de chances d'être pris, mais pour autant, pourquoi pas déposer un dossier, on verra bien. Du coup, j'ai postulé pour 3 autres choix. Donc, il y avait également le DJCE, c'est pour la partie ce diplôme de juriste de conseil en entreprise, et une partie droit du travail. Donc, ça c'était les choix. Et après, j'ai postulé à l'école de commerce de Toulouse, cette fois-ci en audit interne et contrôle de gestion. Toulouse Business School. Exactement. Ouais. Et du coup, j'avais posé plusieurs candidatures. Le choix a été plutôt payant, parce que, à mon agréable surprise, je sortais des partiels du M2, et c'est là qu'on m'a dit Nicolas, on a retenu votre candidature papier, il va falloir se présenter du coup au grand oral pour venir indiquer vos motivations pour rejoindre le Master 2. Et donc j'aurais dit il n'y a pas de souci, vous pouvez compter sur moi. C'était la journée en plus ultra speed, parce que C'était le jour même, tu devais venir Non, c'était 10 jours après, mais c'était une journée, je me rappelle, assez épuisante, parce que du coup, j'avais fait la soutenance du mémoire de fin d'études le matin, je crois que c'était à 9h30.
Ensuite, j'avais fait du coup le grand oral donc de sélection pour le Master 2. Et l'après-midi, il fallait vite que j'aille chez le coiffeur pour me faire raser la tête parce qu'on allait m'opérer du plancher orbital, donc il y a besoin de poser des capteurs. Et après, je suis allé à l'hôpital du coup, pour faire mon entrée en hospitalisation. Donc je me rappelle de cette journée, c'était assez intense, même au plan émotionnel, parce que du coup, on se retrouve à être sur tous les fronts et surtout à découvrir un environnement juridique que, en soi, on a pu entrepercevoir de par les cours réalisés au sein de l'IAE Toulouse, mais sans pour autant être aussi pointu que ce qui pouvait être donc dispensé à la faculté de droit. Et alors, comment ça s'est passé ce grand oral ? Impressionnant. Du coup, c'était 5 personnes, donc le jury qui était assez étoffé de professionnels, d'universitaires, et sur lesquels, de facto, ils étaient quand même assez surpris par mon parcours, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de passerelles en ce sens. Il y en avait quelques-uns par le passé, c'était plutôt bien passé. Je pense que cela m'a aidé également du coup pour poursuivre vers cette voie. Je vous donne un petit teaser. Mais c'est vrai que j'étais quand même bousculé par notamment du coup le directeur du master qui m'avait demandé si j'avais déjà fait un peu de droit. Donc du coup j'avais expliqué oui, que j'avais fait du coup autant de droit que de compta à la faculté en sciences de gestion. Et donc il m'a dit bon, très bien, on va parler des fondamentaux. Est-ce que vous pouvez me définir l'usufruit avec du coup le démembrement de propriété? Bon, très bien, je lui réponds et compagnie. Il m'a dit bon, on va voir maintenant si vous êtes un petit peu plus pointu. Qu'est-ce que le quasi-usufruit? Julie. Ah, bonne question. Écoute, j'ai jamais entendu ce terme, mais si j'avais la question en examen, je me dirais que c'est quasiment comme l'usufruit. Donc, c'est quelque chose qui s'en rapproche et j'essaierai de broder sur ça comme je suis actuellement en train de faire. Alors, est-ce que tu as la réponse maintenant? C'est quoi le quasi-usufruit? Comme toi, j'étais bloqué. Mais du coup, je ne me suis pas fait trop démonter et j'ai dit, bon, écoutez, je ne sais pas. Voilà, la documentation est quand même à notre disposition, donc j'en prendrai connaissance et j'aurai peut-être le plaisir de pouvoir échanger avec vous un petit peu plus longuement que cette fois-ci. Donc, pour mettre fin au suspense, en fait, c'est le démembrement d'une somme d'argent. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que l'on rencontre pas trop nous de notre côté. Tatillon là, il t'a posé une question piège. Exactement, donc c'était pour voir comment tu réagissais. Exactement, donc du coup on a pu du coup se revoir quelques mois après. Donc après cette journée intense, dès le lendemain, je sortais de l'hôpital parce qu'on m'avait opéré et on m'avait appelé immédiatement en me disant que du coup, si c'était ok pour moi, j'ai intégré la nouvelle promo. Donc pour moi, c'était un pari un peu osé et sur lequel en fait j'ai pu me lancer et pas de n'importe quelle manière parce que le premier cours que j'ai eu, c'était des régimes matrimoniaux. Alors ça, c'est quelque chose que l'on découvre, nous, de notre côté. Et pourtant, les copains de la fac de droit, eux, ils en font dès la 2e ou 3e année. Donc, c'était déjà de l'acquis. Et c'était un jeune enseignant qui venait. Et alors, lui, en plus, il préparait une thèse. Donc, il nous faisait vachement de doctrine. Alors là, moi, déjà que je n'étais pas au fait. Alors, je me suis dit, l'année va être vraiment longue. Pour autant, en travaillant, on m'a avec également beaucoup de bienveillance. Parce que du coup, je pense notamment à un enseignant en droit notarial qui de suite a vu que moi j'étais un peu largué. Il m'a donné les ouvrages pour pouvoir me remettre à niveau et qui restait à ma disposition si besoin. Et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment très sympa. Et de part également la diversité dans la promo, parce qu'en étant le seul profil comptable, du coup, j'étais entouré de plein de juristes. Et l'intérêt de cette formation assez générale, parce qu'on combine de tout sur le volet patrimonial. Donc j'avais mes forces comme mes faiblesses. C'est vrai que sur la partie force, on se retrouve fiscalité Exactement, fiscalité, droit des sociétés également. Et tout ce qui est financement. En fait, nous, on voit tous ces leviers comme financement pour l'entreprise. Donc, ce sont les agents en besoin de financement. Mais là, en fait, c'est l'autre côté de la pièce avec les agents en capacité de financement. Donc, les investisseurs. Donc, on retrouve le même vocable, les actions, les obligations. Mais de l'autre côté de l'autre côté du coup de l'analyse. Et ça t'a plu du coup la gestion de patrimoine? Honnêtement, je me suis régalé. Pourquoi? Parce que j'ai pu approfondir des notions.
notamment pour la partie droit des sociétés. On avait eu 18 heures centrées sur les SCI. C'est pas quelque chose que l'on voit très, très longuement nous en cours, donc pour moi c'était un super complément. Pour la partie fiscalité, on avait fait un gros volet, on avait repris l'IRPP, mais on avait fait l'ISF à l'époque aussi beaucoup plus longuement. L'impôt sur la fortune maintenant. Exactement, ouais. Donc ça c'était ultra chouette. Et les plus-values, là aussi on avait fait pas mal de focus là-dessus, donc ça m'avait permis d'aller plus loin dans ce qu'on avait pu déjà apprendre en tant que socle et de découvrir tout un pan, notamment tout ce qui va être du coup régimes matrimoniaux, succession et libéralité, assurance vie aussi également. Donc ça serait que c'était un petit peu plus obscur pour moi, mais pour autant avec l'entraide collective, parce qu'on avait une association également au sein du master. Où chaque promo devait faire vivre du coup l'association, et donc en tant que comptable de promo m'a collé à la trésor, mais du coup ça m'a permis de se régaler, de pouvoir mettre des outils et qui à ma connaissance je crois existent toujours, donc voilà, comme quoi c'était un super passage, et j'ai toujours autant de plaisir à retrouver les copains tous les mois ou tous les mois et demi autour d'un repas sympa à Toulouse. Et alors, ça te plaisait? Tu t'es pas dit peut-être que tu allais, enfin, entre guillemets, te réorienter, devenir gestionnaire de patrimoine ou... Alors, moi, sur cette partie, en fait, ce qui me plaisait davantage, c'était plutôt la partie ingénierie du patrimoine, plus que l'approche produit. Et c'est vrai que dans la pratique professionnelle, c'est une approche produit qui est assez forte au sein des cabinets. Après, il y a la possibilité quand même de faire de l'ingénierie. Et pour autant, même de par le stage que j'ai choisi, j'avais pris un stage à dimension un peu plus entrepreneuriale pour pouvoir justement essayer de me mettre à la place des futurs clients que je pourrais accompagner. Et non, après c'était tranché, je m'étais dit, bon voilà, avec le master compta, j'ai envie d'aller au bout en présentant du coup le DSCG. Et, mais oui, c'est vrai que du coup, tu as présenté ton DSCG tu faisais ton master en gestion de patrimoine, et du coup, tu as présenté ton DSCG la même année en octobre, c'est ça? Exactement, ouais, exactement. Donc ça a été un petit peu dur de tout jumeler, parce que l'année était quand même assez longue et demandait beaucoup d'efforts entre la phase d'apprentissage qui est assez importante, parce que concrètement, je m'étais mis en danger. Et comme je m'étais dit, bon, voilà, tu n'y perds rien, tu as tout à gagner, tant pis, si tu n'y arrives pas, tu n'y arriveras pas. Mais bon, pour autant, ça m'a permis d'avoir mon diplôme, de faire du coup un stage un petit peu plus raccourci. Mes copains avaient fait 6 mois, moi j'avais fait 4 mois. Et du coup, où il fallait monter en fait une offre commerciale. Donc c'était pas quelque chose très orienté produit ou réglementaire, parce que la dimension réglementation est très importante dans les cabinets de gestion de patrimoine. Donc ça m'a permis de me dégager un petit peu de temps pour préparer les épreuves que j'ai passées et que je n'ai malheureusement pas eu de peu. Voilà. T'avais combien? C'est souvent les notes que l'on ne veut pas avoir. Du coup, 9,5 en compta et 9,5 en droit. Donc, c'est vrai que c'était pas l'idéal, parce qu'il fallait du coup envisager une stratégie pour finir ce DSCG. Ouais, soit repasser le droit et la compta, sachant que 9,5, c'est quand même des pas si mauvaises notes que ça, ou passer une épreuve en plus. Toi, qu'est-ce que tu as choisi? Exactement. Du coup, j'ai dit non, c'est trop compliqué de s'y remettre, surtout qu'il y avait les débuts dans l'activité professionnelle. Donc, c'était difficile de tout concilier. Donc, j'ai fait le choix plutôt de lever ma dispense sur la partie mémoire. Donc, j'ai réutilisé du coup la base que j'avais présentée en Master 2. Je l'ai remis au goût et aux couleurs des exigences du DSCG. Et ça m'avait permis d'aller chercher du coup le fameux point qui me manquait, COEF 1.5. Donc ça avait été assez rythmé, mais pour autant ça m'a permis de finaliser ce DSCG qui est quand même une sacrée épreuve. Et alors tu disais que forcément c'était plus compliqué, ça aurait été plus compliqué de repasser les 2 UE, donc droit et compta, en même temps que les débuts de ta vie pro. Alors c'était quoi les débuts? Du coup, tu étais en cabinet, est-ce que tu faisais de l'expertise, de l'audit? Exactement, du coup je suis parti en cabinet. Du coup c'était un lien un petit peu avec cette volonté de commencer, de partir vers la voie de l'expertise. Donc en ayant fait ce master-là, de facto ce qui me semblait être le plus pertinent, c'était d'opter sur un poste plutôt de collaborateur
en cabinet à dimension expertise comptable. Du coup, je me suis lancé sur une saison fiscale. Donc un apprentissage toujours assez rude, parce que la première année, avec du coup l'attribution d'un portefeuille, souvent qui est pas toujours choisi, et qu'on impose, et qui a toujours son lot de surprises, et donc du coup qui était pas évident à appréhender. Et sur lequel j'avais essayé de m'en sortir au mieux. On avait pu finaliser tous les éléments dans les temps. Et après, avec le recul, je me suis aperçu que c'était peut-être pas ce qui me correspondait le mieux. Au niveau humain, c'était pas l'ambiance à laquelle je m'entendais. Donc du coup... C'était plus avec les clients. Enfin, quand tu dis humain, c'était quoi? C'était au niveau de l'équipe, au niveau des clients enfin, la mission technique, je veux dire, de faire saisie TVA, bilan, etc. Est-ce qu'il y avait de ça aussi? En tout confondu, au niveau avec les clients, c'était surtout la partie opérationnelle, beaucoup de demandes de pièces. Et c'est vrai que les échanges étaient quand même assez limités. Et c'est vrai que en ayant vu ce qu'on pouvait faire en gestion de patrimoine, c'est vrai que c'était frustrant. C'était assez différent. Et après, également avec l'équipe comptable, c'était pas l'ambiance que j'avais retrouvée en stage dans une autre agence dans laquelle je m'étais éclaté. Et donc du coup, le DSCG devant être finalisé, j'ai préféré du coup arrêter sur ce point, et ensuite finaliser ce DSCG pour partir sur une nouvelle aventure, cette fois-ci en audit, où les relations humaines sont plus fortes. C'était dans un autre cabinet, du coup? Exactement, un autre cabinet. Ce job, je l'ai trouvé par une copine de promo qui était présidente de l'annexe Midi-Pyrénées à cette époque. Les chiens ne font pas des chats. Exactement, donc comme quoi le réseau professionnel, il peut nous ouvrir de belles portes, et depuis, je vais attaquer ma 6e saison. On s'est tapé dans la même pour refaire une année de plus, du coup, ensemble, donc pour la prochaine période fiscale. Donc là, tu découvres l'audit, alors tu n'en avais jamais fait? J'en ai fait un peu un stage, 15 jours. Tu avais fait un petit peu un stage quand même. J'ai fait 15 jours en stage en détaché. Donc, après, j'étais intervenu sur des cycles et compagnie. Alors que là, non, c'était un poste d'auditeur. Donc, c'était l'occasion de pouvoir apprendre un autre métier. Parce que du coup, c'est vrai que c'est pas du tout la même approche, et sur lesquelles, au final, les bases que j'avais pu acquérir en expertise, ces schémas d'écriture et autres, en fait, elles m'ont vachement servi ensuite pour l'audit, parce que du coup, les écritures usuelles que l'on peut attendre, donc du coup, pour un assistant débutant, celles-ci, pour moi, elles étaient, en ayant saisi énormément, mais du coup, je les avais bien en tête, et ce qui m'a permis de pouvoir faire du coup une belle première année en tant qu'auditeur, et prendre goût du coup à ce métier où la dimension humaine est ultra forte, quoi. Et là-dessus, moi je la trouve beaucoup plus, étant donné qu'on part travailler, du coup, on part intervenir chez les clients, on découvre vraiment leur environnement, alors que le cabinet, souvent en expertise, c'est plutôt le client qui vient au cabinet. Et donc là-dessus, c'est vrai que je trouvais que les relations plus riches au plan humain. Après, travailler en équipe aussi. Exactement, travailler en équipe, et le fait déjà d'être impliqué au plan associatif depuis quelques années. Alors donc, tu peux nous en parler, plaisait, quoi. Associatif. Du coup, première expérience associative, j'étais éducateur sportif chez tu les restais jeunes. dans le sport. Exactement, ouais, de l'âge de 15 ans à 17 ans. Du coup, on coachait avec un très bon copain, du coup, des jeunes de 7 à 8 ans. Donc ça, c'était la première expérience en tant que bénévole. On s'est régalé. Ensuite, du coup, j'ai fait une petite pause associative. Je participais pas mal à la vie de l'école. Après, je n'étais pas au bureau des étudiants, mais dès que je pouvais filer un petit coup de main, notamment pour trouver des lieux de soirée ou autre, j'étais assez proactif sur le sujet. Et ensuite, de par les présentations, notamment de l'annexe en Master 1, ça a suscité ma curiosité, sans pour autant franchir le pas. En Master 1, c'était en 2013.
C'était pas. Voilà. J'avais trouvé le concept assez sympa, mais peut-être par timidité, pas franchi le cap. Et j'ai eu l'opportunité, c'était donc à ma sortie du centre de rééducation. Donc les copains qui venaient d'être diplômés, certains étaient allés au Luxembourg. Et également, leur équipe s'était assez imprégnée à Nex. Et donc, ils avaient organisé le premier week-end du coup, de la Nex internationale au Luxembourg. Donc, moi, j'avais été mis dans la boucle, donc j'y suis allé. On est monté à 3 Toulousains, c'était génial. Et donc, c'est là où j'ai pris ma première cotisation à l'annexe en juin 2014. Après, le chemin a été parcouru depuis. Exactement, et pour autant, je ne l'ai pas spécialement trop utilisé jusqu'en juin 2015 où Elodie, qui m'a trouvé le poste du coup, dans le cabinet dans lequel je travaille actuellement, m'a fait venir également à la première réunion partenaire à laquelle elle l'organisait. Et du coup, j'ai été très bien accueilli. Et de là, le président de l'époque, le président Guillaume, comme je l'appelle encore quand j'allais au téléphone, m'avait proposé de venir les rejoindre au bureau national. Donc au bureau régional. Donc de fait, je les ai rejoints. Ils m'avaient coopté en cours d'année. Donc voilà, j'ai en fin de master 2 compta contrôle. J'avais intégré du coup le bureau régional pour y être encore aujourd'hui. Donc en effet, de l'eau a coulé depuis. Et c'est quoi alors l'annexe? Parce qu'on entend beaucoup parler. En plus, il y a pas mal de personnes que j'ai interrogées qui sont à l'annexe. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est rapidement? Oui, c'est l'Association nationale des experts comptables et commissaires aux comptes stagiaires. Donc c'est 3 métiers. Donc c'est informer, aider et représenter. Donc informer sur un environnement qui évolue à vitesse grand V. Donc voilà, l'idée étant que tous les jeunes, qu'est-ce qu'on entend par jeunes? Ce sont les très jeunes, les étudiants en compta supérieur. Jeunes étudiants, jeunes stagiaires. Enfin, il n'y a pas d'âge, mais en tout cas, on parle des jeunes, on peut avoir 40 ans et si on est étudiant, on est toujours jeune. Exactement. Ouais, je pense du coup à un collègue du bureau régional qui préparait le diplôme à 55 ans. Oui, il n'y a pas d'âge. Et oui, donc lui également, c'était un jeune dans le diplôme, mais pourtant très aguerri au plan professionnel et qui ont besoin d'aide concrètement pour préparer le diplôme. Donc c'est vraiment le deuxième métier de l'annexe, aider. On est tous dans le même bateau. L'idée c'est de ramer ensemble jusqu'à la ligne. Je pense que si on se lance tous dans ce parcours-là, c'est pour essayer de décrocher le diplôme. C'est pas quelque chose de facile. C'est un marathon, je pense qu'on pourra en parler un petit peu après, mais ça demande si on peut avoir quelques petits coups de pouce. Honnêtement, ça ne peut être qu'un plus lors de la préparation tout au long du stage. Oui, parce qu'en fait, on pense souvent que une fois qu'on a validé le DSCG, qu'on est en stage, c'est bon, c'est fini, mais entre la promo de première année de stage et ceux qui passeront et leurs écrits et leurs mémoires et qui vont s'inscrire à l'ordre, il y a une petite déperdition aussi encore. Donc, Exactement, il y a un gap, c'est un marathon, c'est une épreuve qui est très longue, mais pour autant le taux de réussite est bon. Donc en principe, ceux qui s'y mettent, c'est 80% de réussite en ordre d'idée. Mais le plus dur, c'est tenir sur ce long chemin. Et souvent on le dit, c'est notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, c'est si on abandonne. Et c'est souvent le cas de par des nouveaux projets professionnels, une vie personnelle. On peut avoir tout un tas. La vie nous réserve toujours des surprises. Et donc c'est vrai que de garder cet objectif en ligne de mire, c'est quelque chose qui se fait sur la longueur. La preuve étant, en changeant de nom, en passant donc non plus d'expert comptable stagiaire, mais de mémorialiste, on se rend compte que ce fameux mémoire, il doit... nous suit pendant les 3 ans. Exactement, comme une ombre, voire plus même. Après, c'est quelque chose qui demande je pense d'être entouré. C'est important. Et je pense que la richesse humaine de l'annexe, son réseau, là-dessus, c'est vraiment une valeur que l'on n'entreperçoit pas immédiatement. Je vois en étant étudiant, je ne m'en rendais pas trop compte. Et maintenant, je me dis c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial.
Et enfin, dernier métier, c'est du coup tout ce qui est représentation auprès notamment de toutes les parties prenantes. Souvent, je cite le cas des commissions sur lesquelles les jeunes sont de plus en plus écoutés. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Commission à l'ordre régional. Exactement, en région ou au national également. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est apprécié. Et donc de plus en plus on nous demande quelle est la vision des jeunes pour pouvoir apporter ce regard-là, ce regard neuf. Donc ça aussi c'est une composante qui est importante pour l'annexe. C'est quand même une vieille dame depuis 1946, date de constitution de l'association. Donc ça fait partie du paysage de la profession comptable. Et c'est le fait d'être rentré à l'annexe assez tôt qui t'a donné envie d'aller au bout et vraiment de passer le deck ? Je pense que le choix il avait été fait en finalisant du coup là, le stage de M2 et en basculant. C'est vrai qu'il y a eu quelques doutes avec ce DSCG parce que du coup c'est vrai qu'il faut... Est-ce que je le repasse ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, voilà, c'est vrai que ça demande de l'investissement en plus de celui qui est donné sur les premiers pas professionnels. Donc de facto... ça y a contribué parce que du coup quand on voit les anciens réussir, parce que je suis rentré le plus jeune, maintenant je suis le plus âgé, il serait temps peut-être que je passe la seconde pour pouvoir laisser la place, mais bon, je vois tous avec qui j'étais au bureau régional à mes tout débuts, la plupart sont diplômés, maintenant sont associés, soit ont monté leur cab, soit sont en entreprise. En tout cas, tous ont pu trouver du coup un projet professionnel qui leur plaît et dans lequel ils sont épanouis. Et quand on a l'occasion de se croiser sur des événements, on se rappelle au bon souvenir. Donc ils me voyaient encore tout petit à l'annexe, mais bon, maintenant je suis le plus âgé, notamment au bureau régional. Donc toi, tu étais en audit là. Est-ce que tu t'es inscrit au stage directement ou pas ? Non, du coup j'ai fait un an du coup d'apprentissage et ensuite je me suis inscrit dans la foulée. C'est quelque chose qui était important, je me suis inscrit en 2019. Pourquoi ? Parce que également pour prendre le relais en tant que président du coup de la section régionale, il convenait d'être stagiaire. Donc ça a été du coup l'élément aussi déclencheur de cette entrée en stage avec une année 2019 passionnante mais épuisante, parce que du coup on donne tout pendant un an. C'était depuis une centaine d'événements, une équipe. Oui, vous êtes très actifs. Ouais, on a de part de la représentation, des événements organisés en région. En plus, c'était l'avant Covid, donc on avait un champ libre qui était quand même beaucoup plus large. Ouais, une super équipe, une vice-présidente en or. Donc là-dessus, la chance d'avoir un bon bureau et avec des anciens également qui finissaient sur cette mandature-là, donc avec une certaine du coup expérience qui permettait d'aller faire des projets assez sympas. Donc je la recommande. Tu as des exemples de projets sympas ? Des projets sympas qu'on a pu mener. C'est vrai que on avait fait une jolie assemblée générale avec gala. C'était la première fois qu'on le faisait également en organisation propre sur la totalité. On est allé voir une autre association justement pour louer une salle. Et ensuite, du coup, on avait monté le projet de A à Z. Donc ça, c'est vrai que c'était quelque chose d'un peu plus lourd par rapport à ce que l'on pouvait faire soit dans un lieu où on était du coup déjà tout opérationnel avec une activité restauration, une activité salle, une activité sono. Tout ça, c'était déjà compris dans un forfait. Là, on a essayé de faire quelque chose de sur mesure. Donc ça, c'est vrai que c'était quand même quelque chose de plutôt chouette. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est président annexe régionale ? Je disais que c'était presque un mi-temps, voire un tiers-temps même, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'implications. Nous, on a la particularité d'avoir à Toulouse également une très forte dimension formation où l'ordre nous laisse le champ libre du coup pour pouvoir organiser les sessions de formation avec un appui à la fois sur le plan logistique, sur le plan financier, qui nous permettent de pouvoir proposer des formations de qualité à des tarifs attractifs. Donc ça c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps,
mais sur lesquels il y a une certaine aussi reconnaissance du coup de la qualité de formation proposée, sachant qu'elle va des DSCG sur la prépa de l'UE4 et l'UE1 que j'ai pu suivre en étant du coup apprenant pour Ah oui, tu pour t'en étais préparer ces servi épreuves. en fait Exactement. pour le DSCG. Et voilà, et sur la partie également deck, sur lesquelles on avait refondu également la plaquette avec la première bouture, où on avait eu un formateur qui était parti à la retraite et où on a fait du coup une refonte de la plaquette pour intégrer notamment une dimension qui est importante, notamment pour le mémoire du deck, c'est le choix du sujet. Jusqu'à la rédaction de la notice, c'est un incontournable, mais sur lequel nous, on n'abordait pas jusqu'à présent cette dimension-là. Donc on a pu également la bonifier à cette occasion. Et c'est vrai que c'était la première édition lancée, également chez moi, parce que l'ordre était en travaux à cette époque-là. Donc on avait fait le premier show mémoire du coup au cabinet. C'était avec Cyril ? Avec Cyril. Et si tu nous écoutes, Cyril, je sais qu'il nous écoute. Exactement, il s'en rappellera. Et du coup, chez mon père, du coup, on avait fait les coachings individuels. Donc, c'est vrai que c'était assez sympa. Donc, ça fait partie des jolis moments. Et après, c'est avant tout l'expérience humaine. Du coup, avec une équipe au top, vraiment. Et également, une entrée au Bureau national grâce à notre ami Yannick Lenohan, ancien passe-président à Nex. Puisque maintenant, tu es au national. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de franchir le pas ? Est-ce que c'est vraiment différent, le national du régional ? Est-ce que tu peux expliquer un peu là, toi, tu es vice-président national en ce moment ? Actuellement, voilà, ça fait du coup, j'ai intégré quasiment un an. Ça fait quasiment un an en septembre, ça passe déjà à toute vitesse. On est en août. Voilà, c'est ça. Mais tu anticipes que les vacances vont vite passer. Vacances studieuses, on pourra en parler après, mais oui. Donc déjà, oui, un an en tant que vice-présidente nationale avec Myriam également, qui est vice-présidente, et une équipe de 10 élus du coup motivés. Ultra motivé, donc c'est ce qui est ultra plaisant, avec des projets propres à chacun par rapport à son appétence. Pour ma part, ça a commencé donc en 2019. Donc Yannick finissait son mandat, il m'a dit Nico, il faut que tu viennes et compagnie au national. Et c'est vrai que je l'ai aussi contribué à pas mal de pousser en 2017 quand il fallait que lui monte au national. Donc je pense que c'était un retour. Et c'est vrai que Yannick, il a une histoire un peu particulière en venant du coup sur une recommandation de Rodolphe, notre copain de l'équipe Annex, sur un bureau. Déjà peut-être. Alors je sais pas dans quelle heure seront publiés les épisodes, donc peut-être qu'il y aura déjà eu l'épisode de Rodolphe, ou peut-être que ça sera après. Mais en tout cas, le monde est petit sur Toulouse. Exactement, ouais, exactement. Donc on se retrouve du coup avec Yannick qui débarque et sur lequel il participe à la nouvelle mandature. Il est élu du coup au bureau régional, on le met sur la com et 9 mois après, belle surprise, non pas un enfant ou autre auquel on pourrait penser à premier abord, mais plutôt du coup une présidence nationale. Donc du coup c'était la deuxième fois qu'on avait un président toulousain du coup au national, donc c'est vrai que c'était une certaine fierté. Et quand il a fini son mandat, il m'a dit Nico, toi qui connais bien, ce serait bien que tu y montes et tout. J'ai dit Yannick, c'est un peu chaud, enfin t'as vu avec la section déjà l'investissement. Il m'a dit mais monte-y et tout. Et au final on était une dizaine, je n'en connaissais qu'un, pareil, un vieux soldat, Romain Charroux, avec qui j'avais eu l'occasion déjà d'échanger sur des événements annexes aux estivales. Et donc une bande de 10, pareil, où on était, on s'est fait bien potes. Donc c'était la mandature d'Adrienne de Coster. Donc là, j'étais membre du bureau national pendant 2 ans. J'ai pu développer des projets en lien avec la professionnalisation des sections. C'est ce qui m'animait, de trouver proposer des outils pour faciliter du coup concrètement le bon déroulement des sections. Moi, le cheval de bataille, c'était surtout anticiper les renouvellements, parce que la difficulté pour renouveler les bureaux régionaux où on a des cycles de 2 ans, c'est toujours assez galère. Et donc là, l'idée étant, c'était de se faire une pyramide des âges, non pas de 20 ans à 55 ans, mais plutôt dans l'avancée dans le cursus. Et l'idée étant d'avoir toujours la moitié du bureau qui a au moins une année de stage devant lui, et de recenser les sections qui pourraient rencontrer des difficultés dans le cadre du renouvellement et les sensibiliser sur le sujet. Donc ça m'avait animé une bonne partie. La deuxième partie, on avait fait pareil une co-création
création également avec des élus en région, parce que du coup, souvent les idées montent des régions. On a la chance d'avoir des élus qui sont talentueux, qui sont source d'inspiration. Et on a coécrit avec Myriam, avec Laurie de Marseille et Romain, du coup, un modus operandi sur la mise en place des prix Memento pour essayer de diffuser les bonnes pratiques. Et voilà, ce sont des projets transverses, une aventure humaine où on prenait plaisir à se retrouver en visio, et à la fin, après, on a fait le petit verre de l'amitié pour fêter la fin du projet. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'avais envie de mener encore des projets quand Jean-Pascal m'a proposé de continuer, du coup, l'actuel président national, sur sa mandature. Du coup, au départ, je m'étais dit ce serait bien de laisser la place du coup aux plus jeunes. Et du coup, c'est vrai que j'aime tellement ce que je fais que j'ai dit allez, ok banco. Par contre, comme annoncé lors de l'élection, avant la 10e année anniversaire, je partirai. Tu dis que vous aviez coécrit un ouvrage sur les prix Memento. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les prix Memento et déjà les Memento? Parce que c'est vrai que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui sont peut-être en BTS, en DCG, en DSCG, qui ne sont pas dans le stage, ils ne savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Pas de souci. Du coup, en fait, on a 3 épreuves lors de la présentation du deck, donc 2 épreuves écrites et une épreuve orale. Dans une des 2 épreuves écrites, donc la révision, c'est l'épreuve la plus conséquente en termes de temps. C'est 4h30 de travail acharné avec une certaine efficacité et sur lesquelles il convient de répondre à des mises en situation. Et le tout, il faut étayer ces réponses avec de la documentation. Qui n'est pas dans la tête. Et non, malheureusement, c'est vrai qu'on a besoin d'un grand ami, notamment Francis Lefebvre, qui lui le fameux, oui, qui a vraiment lui une grande richesse en termes de connaissances à disposition et que l'on peut facilement mobiliser de par les Memento. Et c'est vrai qu'actuellement, le format des épreuves, c'est des écrits et avec une documentation papier. Donc, tu penses que ça va changer ou pas? Moi, j'ai toujours entendu que ça allait changer, mais c'est vrai que ça met un petit peu de temps. C'est pour ça que tu attends en fait pour passer tes épreuves. À croire. Mais bon, a priori, quand je les passerai, ça sera encore un format écrit. Déjà, ça a évolué parce qu'il n'y a plus besoin de monter à Paris. Les épreuves sont en région. Et le mémoire est dématérialisé, alors qu'avant, fallait dépenser des centaines d'euros pour imprimer les mémoires. Surtout trouver un imprimeur au mois d'août quand on faisait les reliures. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait anticiper. Ça, c'est les conseils des anciens qui te disaient à l'annexe, fais gaffe, si le jour où tu auras imprimé, charge-toi de trouver un imprimeur ouvert au mois d'août pour ça, pouvoir c'est sûr garder. Que ça a dû arriver à... Tu te dis, toi, t'es focus sur ton mémoire, il faut que je l'écrive, et puis tu penses pas, le dernier jour, il faut l'envoyer aujourd'hui, putain, il n'y a pas d'imprimeur. Eh oui. Et tu fais, je sais pas, tu prends ta voiture, tu fais 2 heures de route pour aller trouver un imprimeur. Ouais, tout en essayant de garder quand même le délai postal, parce que quand c'est la date butoir, c'est la date butoir. Donc imprimer, respecter du coup c'était des reliures en collé qu'ils attendaient. Donc c'est vrai que c'était le diplôme se modernise petit à petit. C'est vrai que c'est toujours plus lent que ce que l'on aimerait, mais pour autant, on va y arriver petit à petit. Mais à ce jour, la documentation est toujours de mise. Et donc, la difficulté, c'est que dans les cabinets, il y en a de moins en moins. Ou qui n'est pas forcément à jour, peut-être. Ou on peut avoir des vieux Memento qui traînent. Moi, je sais que sur mon bureau, j'en ai certains qui datent de 2014-2015. Mais bon, c'est peut-être un peu has-been pour présenter les épreuves. Et de facto, se pose la question, comment je m'équipe autant. Parce que ça coûte cher, les Memento. C'est ça qu'il faut dire, c'est quoi? C'est plus de 100 € le Memento et il en faut 5-6 au moins? Oui, c'est déjà l'inconditionnel, c'est le Memento comptable. C'est plutôt un billet de 200 € qu'il faut investir. Mais après, c'est entre 100 et 200 € par ouvrage. Après, on n'est pas limité, on peut en prendre autant qu'on veut. L'important, c'est quand même de savoir utiliser sa documentation. Exactement. Voilà, l'idée, elle a émergé de Paris. C'est Pierrick Chauvin qui l'a mise en place. Sur sa mandature, brillante mandature d'ailleurs, et du coup c'est un concept ensuite qui s'est déployé au plan national. Donc il y a eu certaines régions qui ont immédiatement souscrit cette convention tripartite entre l'éditeur Francis Lefebvre qui va louer les ouvrages, l'annexe
qui s'occupera plutôt de la partie logistique, et le conseil régional de la partie financière. Donc c'est quelque chose qui est plutôt bien rodé avec des packs, le cas échéant. On peut avoir des sections annexes qui sont assez sollicitées, notamment pour tout ce qui est commande, distribution, restitution. Donc de facto, ça demande quand même une certaine organisation. Donc on s'était dit, pour faciliter ceci, parce que souvent le président découvre, on n'avait rien d'écrit au niveau des procédures, on avait comment on s'organise. L'idée, c'était de recenser toutes ces bonnes pratiques et les mettre à disposition, et ça allait un peu dans le sens de Romain Charroux, que j'avais rencontré du coup il y a quelques années, qui s'était vachement impliqué sur un projet qui était le management de la connaissance, en mettant un drive à disposition sur chaque section régionale pour ne pas perdre en fait le dossier donné sur clé USB chaque année, et quand on le recevait, ou qu'il ne se perdait pas entre deux passations. Donc l'idée, c'était vraiment de capitaliser sur ces bonnes pratiques-là. Et donc nous, on s'est régalé parce que tous, on avait pu le mettre en pratique dans nos régions respectives, mais avec quelques spécificités propres à chacune. Et donc l'idée, c'était de pouvoir en faire bénéficier de ce partage d'expérience en faisant une procédure écrite et qui est à disposition sur le drive. Et donc je sais que notamment la section Grand Est a souscrit pour la première fois l'opération Memento lors de la précédente session de DEC, et du coup a dû probablement s'en inspirer pour pouvoir faciliter du coup la mise en place de ces Memento. Oui, parce que là, ça veut dire que quand on passe les épreuves, on peut louer, entre guillemets, les mémentos à l'annexe. Mais ça veut dire qu'avant, on devait les acheter nous-mêmes, on dépensait 1000 balles. Si tu voulais les trucs à jour. Exactement. Donc soit il y avait un petit ticket d'entrée, ou sinon c'était aussi la grande tournée des cabinets pour essayer de voir tous les copains qui pouvaient nous prêter des mémentos. Un truc pas trop vieux. L'épreuve, et quelque chose de pas trop vieux. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir une documentation à jour et à un tarif quand même assez préférentiel, parce qu'en fonction des régions, on est entre 100 et 160 euros. Donc après, tout dépend de la politique. Alors qu'avant, c'était 160 euros le memento, et il en fallait quelques-uns. Donc, Exactement, et là, c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui souscrivent ces packs-là pour présenter les épreuves. Et l'idée étant aussi, pareil, de pouvoir l'avoir un petit peu avant les épreuves, parce que si c'est le jour J qu'on enlève le blister, c'est peut-être pas la meilleure option pour pouvoir obtenir le sésame recherché. Oui, il faut s'entraîner avant de savoir comment c'est organisé, le memento, etc., pour chercher vite après l'information. Exactement. Donc en avance, c'est de savoir quand est-ce qu'on lance les communications pour recenser les inscriptions, quand est-ce qu'on clôture les inscriptions, comment on va donc lancer le bon de commande, comment on le complète, parce que c'est pareil, il y a des petites particularités qui sont propres à la complétude du bulletin, parce que la mise en place de cette opération, il y a un surcoût initial, mais ensuite quand on fait une relocation, là, c'est notre tarif. Donc, c'est vrai qu'il y a une prise de connaissance qui peut faire perdre du temps. Et c'est vrai que nous, on est tous des bénévoles. Donc, l'idée, c'est que si on peut tous s'entraider, c'est un petit peu l'esprit recherché. Donc, nous, on a passé un super moment et on avait pu tous trinquer ensemble, du coup, à l'issue du projet. Donc, ce sont des projets portés à la fois par le national et par les régions. Donc, c'est ce qui nous anime et nous plaît. Et ça, c'était quand tu étais membre du bureau. Quand tu étais membre du national, mais c'était pas pour la mandature actuelle? Non, c'était pas pour la mandature actuelle. Et là, du coup, pour la mandature actuelle, tu as quoi comme projet, toi, personnellement, dans l'asso? Du coup, j'aspire à continuer un petit peu ce que j'avais commencé. C'est vrai qu'en faisant du commissariat, le volet CAC m'attire. Et j'y repense maintenant. Tu sais que tu as dit au début que tu voulais faire plutôt gendarme. Au final, le commissariat au compte, il y a quand même commissariat dedans. Donc, finalement... À croire, hein, à croire. T'as pas la petite casquette, mais... Non, j'ai pas la petite casquette. Et bon, après, ça reste un métier où il y a une certaine dimension d'intégrité qui est importante et de rigueur. Donc, peut-être qu'on retrouve ces traits-là dans ces jeux de rôle au plus jeune âge. Mais pour autant, du coup, c'est une profession qui me plaît beaucoup, que je trouve vraiment vachement dynamique. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de pouvoir se greffer sur la dynamique portée par le bureau actuel de la compagnie nationale, en intégrant par exemple pour la première fois le comité de pilotage des assises qui s'était déroulé à Paris. Donc là, les synergies ont été plutôt
plutôt bonne. Donc du coup, on a pu reconduire du coup le comité de pilotage pour les assises à Rennes. Donc j'aurai encore le plaisir d'y participer, sachant que les premières... C'est quand les assises à Rennes ? C'est donc le 8 et 9 décembre. Ah, ok. Donc tu vas venir visiter Rennes, t'as déjà été ? De passage, très rapidement, mais du coup, ça va être un premier passage en terre bretonne, donc peut-être qu'on aura l'occasion de s'y croiser. Il me semble que tu connais bien. Oui, j'habite à Rennes. Donc, ça sera l'occasion de pouvoir parler de commissariat aux comptes encore plus longuement. Donc, tu as fait de l'audit. Est-ce que tu as, des anecdotes ou que ça soit sur des inventaires ou peut-être si tu as eu des fraudes ou pas, est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Parce que c'est vrai que souvent l'audit c'est plus sujet à ce genre d'anecdotes. Est-ce que tu as des choses à nous raconter ? Des anecdotes, oui, on en a. La première qui me vient à l'esprit, c'est celle que j'avais pu reprendre sur un projet attractivité avec la compagnie. On a pu faire une vidéo avec des motivateurs et sur lesquels il convenait de présenter le métier d'auditeur indépendant. Il nous trouvait sympa de commencer par une petite anecdote. Cette anecdote, c'était sur ma première année d'audit. On partait sur un nouveau mandat du cabinet. Donc on partait en plus pour la semaine, c'était à Tours. Donc j'avais fait ma petite valise, j'ai mis mes costumes, très bien, on s'installe. Et de là, on rentre dans ce nouvel environnement et rapidement, en fait, je me rends compte que je suis le seul sans cravate. C'était quoi, c'était nager ? Non, c'était ça faisait partie de la culture de la boîte où du coup le costume cravate, certains ont le costume cravate 3 pièces et le pins font partie de l'entité de l'entreprise. Et c'est vrai que moi je me suis dit la journée commence bien, mais après finalement ça s'est bien passé et moralité en fait on en ressort que grandi parce que du coup maintenant j'ai toujours une petite cravate dans le sac et donc même là, il suffit de prendre un petit peu de recul. En tout cas, moi, ça m'avait fait sourire cette petite anecdote. Ça va, t'étais pas en short non plus ? Non, j'étais pas en short non plus, mais c'est vrai que quand tout le monde est habillé de façon plutôt classe et que toi, tu te rends compte que tu es le seul, c'est vrai que rapidement, tu te dis, je pense que je suis l'intrus. Je pense que moi, ça m'a plus fait sourire, un peu plus gêné à moi que je pense que du coup, que côté client. Donc ça, c'est vrai que c'était plutôt drôle en termes d'entrée en matière. Une autre anecdote, c'est l'étape des inventaires. J'ai le plaisir d'intervenir sur une carrière de granit. Du coup, l'épreuve de l'inventaire se fait. C'est une clôture au 31 décembre. Du coup, on intervient autour du 15 décembre. Donc, c'est pas spécialement la meilleure saison pour profiter du beau temps. Souvent, il fait froid, c'est boueux. Il pleut, donc du coup le signateur m'avait dit écoutez Nicolas, il va falloir aller à l'inventaire, donc soit vous y allez tout seul la journée, soit vous y allez à deux pour faire l'inventaire une demi-journée. Moi je m'étais dit quand même c'est dommage d'y aller tout seul et du coup on s'était dit pour embêter une collègue qui d'habitude n'est pas confronté à ce type d'environnement. On s'est dit ça pourrait être rigolo de l'embarquer avec nous et donc bien sûr ça n'a pas manqué. Petit manteau alors qu'il faisait un froid de canard, petites chaussettes dans les bottes, donc bien entendu les pieds étaient gelés, donc c'est vrai que quand j'ai quand même eu une petite prise de conscience, je me suis dit quand même il faudrait que je prenne des nouvelles de Mélanie, savoir si elle n'est pas congelée. Elle m'a dit Nico, j'ai les pieds gelés, quand est-ce qu'on rentre? Et donc du coup heureusement c'était sur un format d'une petite matinée, mais c'est vrai que c'est assez atypique où de facto on avait de nouvelles zones de stockage avec des blocs posés un petit peu partout, donc on peut faire un petit peu d'escalade par moment. En tout cas c'est assez intéressant et assez atypique comme secteur d'activité. Donc Mélanie m'a suivi pendant 3 ans. Il est temps pour elle de s'envoler et donc du coup qui sera du coup le prochain ou la prochaine à pouvoir se frotter. Qui veut venir avec Nicolas dans la carrière. Voilà, donc écoutez, le cabinet, je pense également est à la recherche toujours de talents. Donc si certains, ça c'est quoi le nom du cabinet alors, tu peux dire? C'est le cabinet Signature, donc c'est un cabinet régional. Signature avec un Y. Un Y et un S. Ouais, tout à fait. Donc c'est à Toulouse. À Toulouse,
Il y a des antennes également donc, sur la région. Et donc nous, on se retrouve sur un cabinet avec une vingtaine de collaborateurs à l'audit avec les associés. Donc c'est une jolie petite équipe et sur lesquelles on a la chance de faire de belles saisons fiscales, mais également de partager de jolis moments. Le message est passé. En tout cas, n'hésitez pas à candidater. Est-ce que tu as déjà été face à des refus de certifiés, des certifications avec réserve ? Donc, refus de certifié, moi, j'ai pas eu l'occasion. J'en avais eu écho sur un dossier où, en fait, les comptes avaient été présentés de façon lambda. Pour autant, la société partait en liquidation. Donc, il convenait de les présenter en valeur liquidative, chose qui n'avait pas été faite. De facto, les comptes ont été... Il y a eu un refus de certifié. Après, moi, je n'intervenais pas sur le dossier, donc j'ai pas eu de retour concret. Faire, ouais. Voilà. Par contre, moi, j'ai eu le cas une fois, c'était sur la valorisation d'immobilisation financière, notamment des titres de participation. Qui n'étaient pas passées. Exactement, et sur lesquels là, il y a eu une certification, mais avec réserve pour des accords. Et comme ça faisait déjà un ou deux exercices que c'était le cas, il convenait également de faire un suivi des réserves. Donc ça permet de voir quelques éléments, même si dans l'ensemble, quand même, les certifications pures et simples sont quand même... à l'ordre du jour. Et il y a plusieurs types de certifications avec réserve ? Oui, alors donc il y en a deux. Donc c'est soit une réserve pour limitation. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas pu du coup conduire tous les travaux que l'on aspirait. Et peut-être pendant le Covid, il y en a eu parce qu'on n'avait peut-être pas tous les docs ou que ça a traîné, non ? Moi, j'ai jamais rencontré le cas, donc du coup, j'ai pas d'exemple concret pour pouvoir l'illustrer. J'avais eu le cas d'une réserve pour des accords que j'avais pu rencontrer sur un dossier, parce que le montant de la dépréciation était supérieur du coup à notre seuil, donc il convenait d'en tenir compte dans l'opinion. Après, dans l'ensemble, quand même, c'est beaucoup comme indiqué, de certification pure et simple. On prend plaisir à accompagner des dirigeants dans des projets également de croissance externe. Donc, c'est vrai qu'on vit également au rythme de l'entreprise et des projets du dirigeant. Et je le dis souvent, c'est un métier qui est très, très humain et sur lesquels je trouve que c'est enrichissant au plus haut possible. Tant par la diversité de secteurs d'activité, la diversité également de missions. Récemment, là, j'ai suivi le parcours de la SNCC formation autour de la RSE, avec le partenariat du coup Annexe, où on a des réductions, je crois. Exactement, du coup, pour essayer de se sensibiliser à ces nouveaux enjeux. Donc, c'est vraiment une profession qui a été marquée par la loi Pacte, considérablement. Il y a... c'est 40 à 50% des mandats qui ne sont pas renouvelés et encore ça s'étale dans le temps parce que tous les mandats qui étaient en cours doivent arriver à sa fin. Mais de façon volontaire, du coup, il y en a tout juste la moitié qui arrivent à être reconduits. Pour autant, on se rend compte de par l'excellent travail qui a été fait au niveau des instances, de la diversité de missions qui s'offrent à nous. Enfin, pour moi, il y a tout à faire. Tout à faire, donc faut vraiment pas hésiter et pas dire le commissariat aux comptes, c'est les carottes sont cuites. Mais du coup, non, il y a de réelles opportunités. On peut les réchauffer en tout cas, peut-être. Exactement, on peut les réchauffer. Et comme on disait avec Jean-Pascal, avec qui j'ai eu le plaisir de faire donc, mes premières assises à Paris, déjà qu'on appréciait énormément le commissariat aux comptes, ça nous donnait encore plus envie de continuer avec tout ce panel de nouvelles opportunités sur le marché de la confiance. Et si on parle un peu du stage, donc toi tu as fait de l'audit, où tu en es aujourd'hui dans ton stage ? Donc du coup je fais principalement de l'audit et encore l'audit maintenant diminue, le poids de l'audit diminue dans mes activités au quotidien. Bon, ça reste un premier domaine, je pense que on est de l'ordre à peu près de quasiment 60% d'audit. Donc là, c'est principalement de l'audit légal. Je fais des comptes sociaux de PME, quelques ETI, un petit peu de conso aussi. Donc ça permet d'avoir une certaine diversité avec un portefeuille assez varié.
La principale dimension, c'est immobilier. J'ai également de la grande distribution aussi. Donc ça sont les deux grosses colorations. Mais après, il y a du service, de la négoce, de l'associatif, une fédération. Donc c'est assez enrichissant. Un autre pan que j'exploite depuis maintenant 1 an et demi, c'est de la révision comptable. Ah, tu t'es remis un peu à l'expertise du coup. Voilà, donc c'est entre deux eaux en fait. C'est pour les filiales, c'est pour les établissements bancaires où en fait on a une strate. Donc on parle en 3 niveaux. On a un niveau 1 qui peut être donc soit un service comptable sur place ou un expert comptable. Il y a un niveau 2, donc la révision comptable de niveau 2 qui elle donc soit est internalisée avec ce sont donc des réviseurs qui sont rattachés au contrôle permanent et qui doivent du coup contrôler et s'assurer de la justification des travaux du niveau 1. Et il y a un niveau 3 où là c'est le commissaire aux comptes, les équipes d'audit qui interviennent. Donc ça c'est quelque chose un petit peu d'atypique et qui m'occupe maintenant assez fortement. Où je pense je suis à peu près à 35% de l'activité avec des trimestriels, semestriels et un annuel qui sont assez costauds. Donc ça c'est quelque chose que je découvre petit à petit. Donc révision comptable, fiscale et réglementaire. Tu es au niveau 1 ou 2 2. 2 Niveau 2. Donc là tu passes de l'autre côté, tu n'es pas commissaire aux comptes cette fois-ci. Exactement. Donc du coup là on travaille, donc c'est principalement de la revue pour s'assurer de la justification notamment des comptes et de leur pertinence. On regarde également tout ce qui est écriture manuelle, les écritures en semi-automatique, comment elles s'intègrent. On va regarder également tout ce qui va être associé donc à de la fraude. Donc il y a également pré-mâche le travail des commissaires aux comptes. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, le commissaire aux comptes peut s'appuyer sur nos travaux. Donc régulièrement, il nous demande également les travaux que l'on a pu réaliser dans le cadre de cette révision comptable de niveau 2. Il y a de la révision fiscale aussi. Donc du coup, j'interviens tous les mois pour faire de la revue de TVA et de DEB. Et donc les liasses fiscales également donc une fois par an. Donc ça permet de garder un petit peu un côté récurrent avec le volet déclaratif, mais sans pour autant avoir du coup cette contrainte, parce que nous ça reste du contrôle, donc c'est pas nous qui faisons la partie prod. Et enfin du coup du réglementaire que là je découvre donc avec des états qui sont remontés du coup à la CPR, donc c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Donc là c'est pour alimenter les données également exploitées par la Banque de France, donc avec tout un tas de feuillets sur lesquels on continue de se perfectionner un peu plus chaque révision. C'était un souhait de refaire un peu d'expertise ? C'était un souhait. Du coup, c'est vrai que ces missions-là se sont développées au sein du cabinet. Moi, j'avais intégré la première bouture sur la révision purement comptable et après, ça s'est étendu avec ce nouveau dossier que l'on fait. C'est à peu près 80 jours d'intervention dans l'année. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose où on est assez présent. On le fait à deux quand même pour pas être non plus trop mobilisé, sinon ça ferait quasiment 1 à 2 jours par semaine, qui semble assez compliqué dans le planning, parce que ok, on n'a pas ces délais déclaratifs en contrainte, mais on a quand même un planning bien chargé avec du coup tous ces déplacements et également les impératifs de chaque client. Donc c'est vrai qu'on essaye de le faire, et à côté de ça, j'essaye sur mon temps libre de développer un petit portefeuille en expertise. Donc voilà, on essaye de travailler autour de connaissances avec qui on peut apporter, et également avoir une dimension conseil un petit peu plus présente oui. Voilà, au quotidien. Donc voilà un petit peu la façon dont j'essaye d'organiser mes journées, que j'avais un petit peu plus de temps en étant un peu plus jeune, où j'avais la chance de pouvoir intervenir chez un gestionnaire de patrimoine de façon plus ponctuelle. Donc j'avais pu faire des travaux un peu plus spécifiques qui s'y prêtaient, notamment évaluer un portefeuille d'actions gratuites et optimiser le schéma de cession. Du coup, je l'ai réutilisé pour un rapport semestriel. Ça, c'était un client que tu avais au cabinet ? C'était un client en fait qui était du coup associé au gestionnaire de patrimoine qui est partenaire du cabinet, et en fait j'étais détaché par mon cabinet pour pouvoir du coup assister le gestionnaire de patrimoine sur des opérations qui sont un peu plus exceptionnelles et qui du coup nécessitent également un peu plus de connaissances comptables, donc ou également une étude si on liquidait des SCI à l'IS avec les impacts associés à la vente d'un immeuble et la triple taxation. Donc c'est vrai que de par ces expériences-là, ça permet de pouvoir creuser. Malheureusement, je n'ai plus le temps
à ce jour de pouvoir faire ces missions un petit peu plus ponctuelles. Mais du coup, j'essaye de compenser en faisant un peu plus de sur-mesure avec les clients suivis en expertise comptable ou à l'occasion également, parce que je fais de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, j'essaye d'être un petit peu polyvalent. C'est pas évident niveau planning, mais bon, ouais, on essaye de trouver un petit peu de temps pour varier les plaisirs. Et là, du coup, t'es en 3e année ? J'ai terminé du coup en fin d'année. Donc, voilà. 31 décembre 2021. Exactement. Du coup, j'ai demandé une prolongation. Donc pour pouvoir finaliser le projet de notice. Celui-ci, j'avais écouté les anciens qui m'avaient dit ouais, le mémoire, c'est dès la première année. Les anciens du bureau. Ça, tout le monde le dit. Et pourtant, exactement. Je caricature, mais personne n'écoute. Ouais, non, mais pourtant, tu vois, j'avais le sujet, j'étais plutôt content. Bon, il s'est affiné quand même au fil du temps, il s'est précisé. Et tu vois, ce jour, je suis à 2 niveaux de plan, mais de par tous les impératifs qui sont associés à la vie professionnelle, à la vie associative, à la vie personnelle. Du coup, c'est pas évident de combiner le tout et de se poser un quart d'heure par-ci par-là, ça suffit pas pour écrire une notice. Et bon, j'aspirais quand même à faire une vraie notice et pas une notice alimentaire. Du coup, je prolonge le plaisir un petit peu. L'idée étant de pouvoir la finaliser cet été pour valider cette fin de stage. Et oui, parce que sur son temps de vacances, sur ses soirées, ses week-ends, on travaille entre autres le mémoire qui prend, je pense, la majorité une bonne partie du temps, je veux dire, par rapport aux révisions des épreuves écrites, je pense que c'est le mémoire qui prend vraiment beaucoup de temps, quoi. Ah, c'est un investissement. C'est un nombre d'heures incalculable. J'ose pas me les projeter parce que du coup, il faut quand même que je garde le cap sur l'objectif. Pas faire peur non plus. Exactement. Non, mais bon, après, c'est vrai que si le sujet plaît, ouais, déjà, ça sera... on sera dans une meilleure position pour pouvoir le conduire. Mais oui, ça demande de l'investissement. Je pense que si on est tous arrivés à ce niveau-là, c'est quand même qu'on a une certaine capacité de travail. L'idée étant, c'est d'essayer de se dégager du temps. Pour moi, c'est compliqué de pouvoir le dégager, soit pendant la période fiscale ou même pendant les moments un petit peu plus creux. Du coup, moi, j'ai fait le choix de sacrifier les vacances. D'autant plus que ma copine le prépare également. Donc, et vous êtes rencontrés comment ? C'est grâce à l'annexe. Le deuxième couple que j'interviewe qui s'est rencontré à l'annexe. Donc, si vous cherchez un conjoint, n'hésitez pas. Ouais. Ça peut faire partie des belles rencontres qui font vivre du coup l'annexe. Et du coup, alors tu fais sur quoi ton sujet de mémoire ? Comment tu as trouvé ton sujet ? Alors, sans grande surprise, la discipline, c'est l'audit et le secteur d'activité, les gestionnaires de patrimoine. On va regarder, mais quel est le lien ? Conseil, ça me paraît un petit peu difficile. Bon, on connaît tous le principe de non-immixtion, c'est pas l'objet. C'est un petit peu dans la continuité de la loi Pacte, avec du coup les nouvelles prestations, les nouvelles missions qui ont émergé, notamment le fait de pouvoir proposer des missions, des prestations à des clients sur lesquels on n'a pas le mandat de commissariat aux comptes, chose qu'on ne pouvait pas faire au préalable, où il convenait d'avoir déjà le mandat pour pouvoir faire des DDL ou des diligences directement liées, puis après se passer dans les services autres que la certification des comptes. Donc ce sont tout ce qui est mission un petit peu plus connexe à la mission d'audit légal. Et là, on a la possibilité du coup d'intervenir en tant que commissaire aux comptes sur des clients pour lesquels on n'aurait pas de mandat. Qui n'ont pas l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Exactement. Et l'idée, en fait, ce serait le secteur de la gestion de patrimoine, du coup, de par le cursus que j'ai eu, le réseau professionnel également, que ça m'a permis de me constituer et de pouvoir continuer à suivre l'évolution de mes différents copains de promo. Et certains sont sur la partie CGP, donc conseiller en gestion de patrimoine. On peut le caractériser de libéral, même si ça n'existe pas, ce CGP libéral. Mais en gros, ce sont des cabinets de gestion de patrimoine et on voit qu'il y a 3 enjeux en fait, qui les animent. Et c'est les autorités tutelles même qui y veillent. C'est 1, la protection de l'épargnant, 2, la sécurisation des flux, 3, le respect de la donnée, notamment au regard du RGPD.
On se retrouve du coup avec un environnement qui se structure vachement, parce que du coup c'est pas une profession réglementée comme nous on a avec un ordre, mais ce sont des associations professionnelles qui suivent du coup ces professionnels là, tant sur le volet formation, ils l'accompagnent également sur la partie contrôle de l'activité. Et l'idée étant, en fait, c'est nous de proposer une attestation en fait, de conformité au processus d'encadrement de l'activité. Donc c'est vrai que comme ça fait pas très sexy. Du coup, là, je suis en train de me le reformer pour y mettre... changer de sujet de mémoire suite à cette interview. Une dimension plus commerciale. Du coup, l'idée, ce serait plutôt de le vendre plutôt comme un label. C'est vrai que c'est quelque chose qui plaît et sur lesquels on se retrouve avec une profession qui se structure et qui a besoin également de bras pour l'accompagner, la contrôler. Et donc, l'idée étant en fait de proposer une attestation de conformité qui serait du coup construite avec ces associations professionnelles. L'idée étant de ne pas construire une usine à gaz, mais quelque chose sur lesquels ils arrivent à percevoir de la valeur et non pas comme une surcouche complémentaire. Non pas comme une contrainte ou quelqu'un qui va venir vraiment contrôler, un peu comme le contrôleur des impôts. C'est plus d'être un partenaire qui certifie de la conformité. Exactement, voilà, c'est dans cet état d'esprit. Et l'idée vraiment, c'est de pouvoir également donner un gage de confiance. Parce que c'est vrai que les premiers gestionnaires de patrimoine, on pouvait avoir des vendeurs de défisques, de tapis et autres. Et donc du coup, c'est vrai que la réputation qui était associée, elle n'était pas spécialement toujours très positive. Pour autant, il y a un réel savoir-faire et sur lequel maintenant, une fois qu'on se met en ligne avec toutes les attentes du marché, notamment la partie européenne qui encadre cette profession, on se rend compte que même dans le prix de cession des cabinets, cette partie réglementaire est valorisée et que si elle n'est pas mise en place, il y a une décote. Donc je pense qu'il y a une belle opportunité. J'ai pu en discuter déjà avec plusieurs professionnels, soit du secteur ou même la partie expert comptable, commissaire aux comptes de la profession. Donc moi, je suis les conseils de Cyril de façon assez active. Il ne me manque plus que les universitaires à rencontrer pour ensuite finir cette notice sur laquelle pour le moment j'ai 2 niveaux de plan. Il faudrait que je descende à 4. Donc l'idée étant d'avoir un projet au moins pour septembre pour satisfaire l'obligation de remise à l'ordre et si possible l'envoyer en octobre pour pouvoir lancer le gong de rédaction après. Du projet, du projet Mémoire Deck. Est-ce que tu as déjà des idées de ce que tu voudrais faire une fois que tu auras le diplôme ou pas du tout ? Oui, après, je pense que l'intuition quand même, je sens que du coup, j'ai envie d'entreprendre. La façon dont j'entreprendrai, sous quelle forme, pour le moment, je ne sais pas trop. Je verrai également en fonction des opportunités. Mais vraiment, devenir un patron, un chef d'entreprise, pour pouvoir justement se lancer un nouveau défi. Ce que je sais, c'est que je ne le ferai pas seul déjà, parce que j'ai besoin d'être entouré, donc minimum 2, et sur lequel après je ne suis pas arrêté. Ça se fera aussi en fonction des opportunités, également aussi du prix demandé, parce que de facto, sur les rachats de clientèle, souvent il y a des tickets d'entrée. Donc, tu fais un prêt pour acheter. Il faut trouver un juste équilibre sur ce que l'on achète et surtout être dans un projet dans lequel on se projette et on a envie d'évoluer. Je pense que c'est surtout ça qui doit rester omniprésent sur le sujet. Et alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? Ce que j'aime le plus, c'est l'humain. Il y a l'humain, mais comme je te l'ai dit, un petit peu au début de notre interview, plus je passe de temps dans cet environnement, plus je m'y sens bien, plus... Le cercle vertueux. Oui, c'est vrai que j'adore vraiment ce que je fais et donc du coup, c'est un ensemble. C'est un ensemble tant au plan humain, au plan technique aussi, parce que ça reste également une profession où on a un socle qui fait notre force sur le marché. La diversité de missions, de challenges, et ce que je trouve assez dingue, c'est que dans cette profession, en fait, on a tous des quotidiens différents. Chacun le mène. C'est l'objet aussi du podcast, tu vois, de dire, en fait... J'interviewe quand même pas mal d'experts comptables, commissaires aux comptes, et en fait, chacun
en fait, même si tu peux avoir 2 experts comptables, ils feront jamais exactement la même chose, en fait. Et des fois, tu peux même te demander si c'est pas 2 métiers complètement différents. Je partage totalement cette vision-là. Je pense que votre comptable, voilà, ça a tout son sens. Et que du coup, chacun pourra mener avec ses valeurs, ses envies, du coup, le projet qu'il souhaite construire. Et ça, c'est vraiment notre richesse. J'entendais, c'est Julien, il y a Cyril qui le rappelle souvent, le passeport. En effet, voilà, on a un champ de possibilités. On n'est pas obligé de voyager après, on peut rester à domicile. Exactement, mais on peut rester à domicile et c'est surtout faire un projet, je pense, qui nous anime. On a une carrière professionnelle qui passe à toute vitesse. J'ai encore en mémoire maître de stage qui m'avait dit, vous savez Nicolas, plus on avance dans sa carrière professionnelle, plus le temps passe vite. Et de façon très poétique, il m'avait dit, vous êtes à l'aurore de votre carrière professionnelle, j'en suis au crépuscule, mais sachez que si vous avez envie de tenter des choses, osez. C'est ce qu'on retiendra. Qu'est-ce qui te plaît le moins dans ton métier? Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent moins? Je sais pas, est-ce que peut-être les déplacements, c'est peut-être contraignant au bout d'un moment ou non? Après, ça va sur le portefeuille sur lequel je suis rattaché quand même. Je suis pas le plus sollicité en termes de déplacement. Après, la difficulté, c'est trouver un équilibre vie pro, vie perso, parce que quand on est sur un métier un peu passion, de facto, c'est vrai que c'est difficile de se mettre des limites. Et du coup, il faut savoir s'en mettre, et c'est petit à petit également que on arrive à prendre, à être beaucoup plus à l'aise, à prendre du recul. Et moi, je sais que c'est cette dimension-là où j'ai un petit peu plus de travail à faire pour pouvoir me remettre au sport. Parce que là, je m'étais bien remis pendant la période Covid. L'heure de sortie était utilisée tous les 2 jours pour pouvoir faire du sport. Ça avait permis de m'affûter physiquement, et là, j'ai tout repris. Donc, s'il y a bien une bonne résolution, ça serait me remettre au sport, parce que ça fait du bien à la tête et aussi au corps. Donc ça c'est mon challenge. Mais après, c'est quelque chose où je parle pour l'audit, chose que je connais le plus, mais là où je trouve impressionnant, c'est que en très peu de temps, en fait, on constate la progression que l'on a, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui nous motive vraiment encore plus. Parce qu'on arrive en tant qu'assistant débutant, une fois que la période fiscale est terminée, en fait, on n'est plus le même auditeur, et ça se voit, mais de façon assez flagrante. Et je trouve que le fait de voir rapidement les efforts fournis payés, ça, moi, c'est ce qui m'a le plus encouragé à persévérer et continuer à travailler. Pour toi, c'est plus facile de progresser, on progresse peut-être plus rapidement en audit qu'en expertise? Ce sont 2 approches qui sont différentes. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage en expertise, c'est que souvent, on rentre à une place, c'est difficile d'en sortir, parce que du coup, c'est vrai que je pense pour l'expert comptable en place, il se dit le collaborateur, il me tient bien le dossier, du coup, on va lui laisser le même portefeuille et compagnie, alors qu'en audit, de par un turnover quand même qui est un petit peu plus rapide, plus élevé que on se retrouve rapidement mis sur le devant de la scène. Pour te donner une petite anecdote, j'étais assistant confirmé, donc à 2. Le patron me dit votre N+1 s'en va et tout, est-ce que vous le sentez? Et d'ailleurs, il y avait Laure que tu as rencontré également, qui était au même grade. Il y avait également un autre senior qui était parti, et ils nous ont dit vous allez récupérer dans les dossiers, est-ce que vous en sentez capable? En tout cas, sachez que vous avez un horizon tout tracé pour 3 ans, pour pouvoir vous perfectionner et compagnie. Donc, super. Donc ça, c'était courant de 2019. 2020, il y a le Covid. On a également 2 congés maternité qui se sont ajoutés au sein de l'équipe. Du coup, au lieu d'avoir 10 dossiers en propre, je suis passé à 25. Donc, du coup, la marche a été très haute. Donc, comme je l'ai dit de façon assez imagée à l'entretien individuel, vous m'aviez demandé un saut de 3 mètres. Ça n'a pas été non pas 3 mètres, mais 4 mètres, du coup, avec le surplus de dossiers, et 5 mètres avec le Covid, parce que là, ça avait été vraiment galère, pour pouvoir tout faire à distance. C'est là qu'on se rend compte que chez les clients, de par l'échange,
on a une circulation de l'information qui est vraiment optimale. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai l'impression de pouvoir voir cette progression plus rapide, parce que de par la diversité du coup de dossiers, la rotation inhérente qui est personnelle, plus favorisée en commissariat de par le cycle de vie de l'auditeur font que du coup on monte plus rapidement en responsabilité, alors qu'en expertise, il faut un peu batailler pour pouvoir voir son poste évoluer. Et est-ce que tu es fier de ton parcours ? Écoute, je me donne à 100%, pas de regret. J'essaie de faire de mon mieux. Je pense que la cerise sera sur le gâteau avec le deck. Après, c'est pas pour autant que... Faut s'y mettre. On croise les doigts et après, ça sera une nouvelle aventure qui s'ouvrira. Et donc, voilà. On essaye dans l'ordre des opérations de se reconcentrer sur le diplôme et finir un petit peu tous les projets qui sont en cours. C'est vrai que quand on est plein d'énergie, on a envie de se lancer sur plein de choses, et pour autant c'est pas toujours fait de façon optimale. On peut pas tout faire en même temps, des fois il faut mettre des priorités. Exactement. Donc ça c'est un petit peu encore la dernière challenge de l'année qui arrive. Exactement, 2023, là-dessus ça y est, c'est acté. Il y a une petite partie questions-réponses juste après, mais moi la dernière question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que tu dirais au Nicolas qui a 20 ans ? Alors c'était avant l'accident. Au Nicolas qui a 20 ans, je m'en souviens encore, on avait fait une grande bringue chez mon père. On était du coup 25, je pense, et donc je ne savais pas trop dans quoi je me lançais. Mine de rien, ce début de la vingtaine a été quand même assez secoué par cet accident, et donc si j'ai un petit conseil à lui donner, c'est donne tout. Comme tu as pu, tu as l'énergie en toi pour pouvoir surmonter cette épreuve, et cette énergie-là te permettra de pouvoir t'accrocher pour relever les autres défis qui se présenteront à toi tout au long de la vie. Et profiter de la vie aussi, Exactement. tant qu'on y est, puisque des fois ça peut s'arrêter rapidement. Assez rapidement, en effet. Personne n'est à l'abri, et des fois c'est sur une erreur d'inattention ou autre que la vie peut basculer, et on s'en rend compte quand on est en centre de rééducation que des fois on se dit que la vie peut être vraiment différente. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait des fois, j'étais content juste quand j'avais pris ma douche le matin, mais ça me demandait en fait tellement d'efforts que en fait j'ai gagné ma matinée. Pour autant, quand on est valide, prendre une douche, c'est quelque chose d'assez rapide, assez banal, sur lequel on n'apporte pas spécialement de valeur. Super, merci en tout cas pour ce message. Du coup, quelques petites questions, rien de bien méchant. Est-ce que c'est pas frustrant quand on fait de l'audit, du coup, on peut pas faire du conseil, c'est interdit? Est-ce que ça te frustre pas, surtout qu'avec ton parcours gestion de patrimoine, c'est quelque chose que tu aimerais plus faire? Non, c'est vrai, oui, que du coup, ce principe de ton émission, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Après, on se retrouve quand même du coup dans des situations, notamment sur des revues de procédure, à pouvoir faire des recommandations. Donc, ça s'appelle pas du conseil, mais... Pas du conseil, mais des recommandations. Et après, sur le contrôle interne. On a toujours la possibilité d'apporter de la valeur ajoutée du coup aux dirigeants. Et c'est souvent moi ce qui m'anime le plus. Donc oui, je le retrouve. Peut-être pas comme je pourrais le faire en expertise, où là vraiment, avec Audrey que j'accompagne un petit peu depuis la création, où là on échange assez régulièrement sur ces investissements, sur les choix stratégiques à opérer. Donc on peut plus s'éclater, mais pour autant on a quand même de la matière à faire sur le volet recommandations et en termes de suivi des recommandations ensuite dans le temps. Donc pas de conseil ne veut pas dire forcément pas de valeur ajoutée. Exactement, c'est très bien résumé, merci Julie. Et si on veut s'installer à son compte en tant que CAC en création ex nihilo, c'est un peu compliqué, non? C'est peut-être pour ça aussi que tu t'es dit je vais refaire un peu d'expertise ou... Oui et non. Donc pourquoi? Oui, parce que souvent les jeunes inscrits, d'ailleurs c'était à l'Assemblée Générale de la compagnie régionale à Toulouse, des commissaires aux comptes, on avait, je crois que c'est 10% des inscrits n'ont pas de mandat. Donc oui, décrocher son premier mandat, c'est difficile. Pour autant, ensuite, il y a toutes ces prestations annexes. Sans mauvais jeu de mots. Exactement. Qui permettent de pouvoir aller faire du commissariat aux apports
ou du commissariat à la transformation, où en gros il faut qu'on ait le rapport la veille pour le lendemain, donc ça demande une extrême réactivité. Du coup, c'est vrai que pour un jeune qui se lance, il y a la possibilité du coup de partir sur ce type de mission, et si ça se passe bien, de convertir également sur un mandat récurrent. Après, à regarder également avec 2024, où on aura avec du coup les données extra-financières qui vont s'immiscer de façon durable dans le paysage, et dans le giron du commissaire aux comptes. Donc là, il y a vraiment également aussi de nouvelles perspectives à avoir, mais c'est vrai qu'avoir son premier mandat, c'est le cas. Oui, on peut s'inscrire rapidement parce qu'il y a un grand plan jeune qui a été proposé par la compagnie. Une réduction de cotises. Exactement, au plan national sur l'assurance, et certaines régions l'offrent aussi. Donc en gros, c'est que pendant 3 ans, c'est quasi zéro. Et ça ne doit pas être un frein pour les inscriptions. Et je sais qu'on a eu des premiers retours et ils n'espéraient pas autant d'inscriptions. Ils étaient partis entre 50 et 100. Ils en sont déjà à 100. Et si à la fin de l'année, ils arrivent à 200, je pense que le champagne pourra être ouvert. Donc c'est vrai que l'institution met en avant des plans d'attractivité. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à s'inscrire dès le DEC en poche, pour pouvoir essayer de développer ce nouveau pan d'activité. Parce que certes, ce sont 2 métiers qui peuvent paraître différents, mais on s'enrichit mutuellement. Moi, j'ai gardé des parties de révision que j'avais en expertise en commissariat et inversement. Et du coup, ça reste une et même profession. Donc, c'est important de garder si possible, l'exercice des 2 métiers. Oui, puis comme tu disais, au début, on n'aura peut-être pas forcément des mandats récurrents, mais on pourrait avoir peut-être des missions ponctuelles avec, si on connaît des commissaires aux comptes potentiellement qui peuvent prescrire ou des experts comptables. Oui, voilà, c'est ça. Donc d'où l'importance aussi du réseau et de venir à l'annexe. Exactement, ouais, c'est vrai que ça fait partie, et je le vois également avec les différents retours. Ce sont souvent des générations de copains qui sont faits à l'annexe et qui se recommandent ensuite mutuellement sur une partie business. C'est ça. Et alors, dernière question, ça fait bien la liaison. Est-ce que t'es déjà intervenu sur des missions Alpes ou pas du tout ? Alors, j'ai fait la première mission Alpes du cabinet. Du coup, c'est vrai que c'était où il fallait du coup bâtir un rapport sur les risques. Donc, moi, j'étais assistant à cette époque-là, donc j'avais contribué au développement du coup d'indicateurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce rapport-là n'est pas normé. Du coup, ce rapport sur les risques... Créer tout de A à Z, ou il y a peut-être des supports qui existent de la CNCC Donc, du coup, oui, il y a eu du coup de la documentation et un pack du coup Alpes qui a été développé et ensuite donc diffusé à tous les commissaires aux comptes. Donc oui, il y a des modèles qui existent. Pour autant, à chaque fois, il faut quand même s'intéresser au secteur d'activité, et c'est pareil, c'est de l'échange pour pouvoir identifier tout ce qui est risque comptable, financier. Donc là-dessus, je le pratique encore maintenant sur des mandats où il y a des nominations volontaires, parce qu'il y a une pluralité d'actionnaires, donc ça rassure du coup d'avoir un commissaire aux comptes. Ils ont opté pour la partie Alpes. Pour moi, le retour, c'est que c'est quelque chose qui est plutôt consommateur de temps, notamment la première année, pour me bâtir du coup les supports, mais pour autant qui est source de valeur ajoutée vachement appréciée. Moi, j'essaye d'apporter, notamment sur un cabinet d'avocats toulousain, de la valeur ajoutée. L'an dernier, j'avais inséré des données sectorielles. Ils m'ont dit que ce serait bien d'affiner plutôt avec des concurrents de la place. Du coup, j'avais trouvé des données financières d'un concurrent de la place pour pouvoir justement avoir un comparable à peu près de même niveau, parce qu'ils étaient au-dessus du standard, donc les ratios, ils n'étaient pas toujours en ligne avec ceux qu'ils avaient, mais bon, on restait quand même plutôt proche, et ça permettait d'avoir quelque chose d'assez intéressant à échanger en synthèse du coup avec les dirigeants, et d'apprécier, et surtout qu'en plus on a souvent une matrice de synthèse où on se retrouve avec l'impact du coup financier et la probabilité d'occurrence. Donc là-dessus, il y a toujours, c'est toujours très imagé ensuite comme restitution, donc soit on s'appelait. Donc oui, j'ai pu étoffer du coup ces mandats Alpes, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des missions que, une fois qu'elles sont bien rodées, sont plaisantes à faire. C'est une opportunité aussi de mission pour ceux qui sont CAC, et
pour un peu pallier à la loi Pacte. En tout cas, il y a des opportunités Exactement, voilà. En tout cas, nous, je sais que le cabinet en question était en dessous des seuils, donc n'avait pas l'obligation de renommer, et ce format-là ne l'aura plus, déjà parce qu'il est plus court. Donc ça permet également de rassurer également les parties prenantes, et également surtout qu'ils fonctionnent un peu comme des business units. Chaque avocat a ses collaborateurs, son business. Ils ont ensuite des tableaux économiques pour regarder les performances individuelles. Donc pour eux, la fiabilité de l'information financière, c'est quelque chose d'important. Et donc voilà, là on va intervenir du coup l'année prochaine sur la 3e année de mandat Alpes. Donc j'espère que l'aventure pourra continuer. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Nicolas pour ton temps. Merci à toi d'être venu à Toulouse. J'espère qu'on aura le plaisir de te revoir prochainement en terre toulousaine. À Toulouse, je ne suis pas sûre, mais on va au moins se revoir au Conseil national de l'annexe. À Paris, ouais. Puis après aux Assises, du coup, à Rennes. À Rennes. C'est toi qui vas venir cette fois-ci. Oui, donc, du coup, le rendez-vous galette saucisse, j'en ai eu un très bon écho. Donc, à toi de me faire du coup découvrir une partie de ta région. Et puis, je te souhaite des bonnes vacances et puis bonne rédaction de ta notice alors. Merci, bon un bel été à toi aussi. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.